tes enfants, ils ne ressemblent pas à ce qu'on croit être, ils ressemblent à ce qu'on est. Toutes les avérotes qu'on fait, elles viennent des mauvaises midotes. Et toutes les mitzvot qu'on fait, elles viennent des bonnes midotes. Donc le gars qui est un peu chacham, il travaille les midotes. C'est qu'un juif, c'est quelqu'un qui est tout le temps au talent de ce qu'il peut faire. Tellement il peut faire. Une autorité, c'est pas de faire la tête et de crier. Non, c'est pas de l'autorité, c'est au contraire. Quand l'enfant il voit que tu cries, il sait que tu paniques. Vas-y, papa, bon papa, j'ai cassé la voiture. Je t'en prie, mon fils, ça n'est pas grave. Tiens, je vais faire un peu de CO2. Prends une autre. Ouais. C'est important que la maman soit une maman. Je sais que c'est pas évident. Des fois, elle est prof de chimie ou là, elle est responsable du groupe de Krav Maga chez les Golani. Il faut qu'elle soit une maman. C'est important qu'une maman soit une maman et c'est important qu'un papa soit un papa. Celui qui n'arrive pas à craindre ses parents, il ne pourra pas craindre Dieu. Et celui qui n'arrive pas à respecter ses parents, il ne pourra pas respecter Dieu. Donc celui qui n'est pas capable de voir l'amour de Dieu ne pourra pas respecter Dieu. Et celui qui n'est pas capable de voir l'autorité de Dieu ne pourra pas avoir la crainte de Dieu. Donc en fait, quand tu regardes ton père, tu dois voir Hachem derrière. Et quand tu regardes ta mère, tu dois voir Hachem derrière. C'est quoi le père? C'est, tu as vu la Midatadine, tu as vu la rigueur, tu as vu Elohim. Et la mère, c'est quoi? C'est Yud Kevavke. Tu as vu la miséricorde, tu as vu la gentillesse, tu as vu la tendresse, tu as vu le crédit. Papa, mais comment te remercier? Et le père, il dit, non mon fils, moi je suis rien. Moi je suis que le représentant de celui là-haut là. Quand toi, tu es à ta place d'homme, que ta femme est à sa place de femme, que vous deux, vous êtes à votre place de parents, l'enfant, il est à sa place de juif, et Dieu, il est à sa place. Le père, c'est le repère. Quand le père perd ses repères, l'enfant, il perd aussi ses repères. Pourquoi? Parce que le père, c'est la structure. Donc le père, c'est vérité, perpétuité, stabilité. C'est que nos enfants, ils croient tellement en nous, ils attendent tellement de nous, ils nous aiment tellement, que cette attente qu'ils ont de nous, elle va compenser nos erreurs. Parce que si on attendait d'être compétent pour faire tes enfants, à quel âge tu vas les avoir? À 70 ans? On va essayer de parler un petit peu sur quelques sujets de l'éducation. Mais n'ayez pas peur, l'éducation, ça parle autant des enfants que des parents. Pourquoi? Il faut avoir cette notion que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et que ce monde-là, il est adapté à chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base de la Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est tes enfants, c'est ta femme, c'est ton mari, c'est ton corps, c'est tes amis, c'est ta Keïla, ça te ressemble. C'est ta parnassa. Il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup d'énergie à essayer de refuser la réalité qui est la leur. Oui, et après, quand il faut s'attaquer aux vrais problèmes, ils sont épuisés parce qu'ils ont gaspillé beaucoup d'énergie dans les faux problèmes. Alors qu'en fait, il faut avoir cette économie, là, cette intelligence de savoir qu'on aura besoin de beaucoup de force, de beaucoup de Torah et de beaucoup de simcha pour traverser la réalité. Et cette notion-là, c'est une notion qu'on appelle en français la vie. En vérité, c'est ça la définition de Chaim. C'est un rapport perpétuel qu'on entretient avec une réalité qu'Hachem nous propose. Alors tout le monde sait que la Neshama, elle est faite de nitzutzot, elle est faite d'étincelles, et que Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il avait programmé une carte magnétique. Comme une carte, aujourd'hui, une carte bleue, vous pouvez la programmer. Après, quand vous la mettez dans la machine, tout ce qui est dedans, ça apparaît. Alors avant la naissance de l'enfant, Akadosh Baruch Hu, il va programmer la carte magnétique, c'est-à-dire de tous les événements qui vont être vécus durant la vie. Et ça, c'est d'une précision tellement grande qu'on ne peut le faire qu'au moment de la conception. C'est pour ça que l'Agma a dit dans Nida d'Aftet Zayin qu'au moment où les parents conçoivent l'enfant, ou 40 jours avant la conception, ça dépend des lectures, alors on dit qu'il y a un ange qui prend la goutte, qui prend la goutte de la semence, et qui l'amène devant le malach, et qui est devant Hachem, et qui dit Tipazo Matéaléa, cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Est-ce qu'elle va être intelligent? Elle va être bête? Et qui va épouser? Bat plouni les plounis, bat plouni les plounis. Tout est marqué beau et moche et tout. Oui. Alors on dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut fixer tout ça? Parce qu'en fait, il y a 3 aventures. Il y a une aventure qui s'appelle la Neshama, une aventure qui s'appelle le Nefesh, une aventure qui s'appelle le Gouf.
Maintenant, le corps, il va passer par une certaine trajectoire, c'est-à-dire le poids que tu vas peser et la taille que tu vas faire, d'accord? C'est déjà inscrit à l'intérieur de tes chromosomes. Seulement que Hachem, pour une question pratique, et par Rahmanout pour la mère, il fait naître un enfant de 40 cm. Parce que s'il le faisait de 1m85 et 78 kg, la pauvre la mère, ouais, elle ne survivrait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait naître l'enfant petit, et ensuite il grandit. Maintenant, son enveloppe globale qu'il va atteindre, elle est déjà inscrite dans ses chromosomes. Ouais, celui-là, il va être grand, celui-là, il va être petit, celui-là, il va être une faiblesse de la thyroïde, celui-là, il va grossir facilement, celui-là, il va maigrir facilement, celui-là, il a des problèmes de respiration, celui-là, il aura un souffle incroyable, celui-là, il a un QI très élevé, celui-là, a un QI double, mais petit, ça s'appelle le QI, d'accord? Donc, cerveau d'oiseau. Donc, il va y avoir plein de ça. Et ça, c'est fixé à ce moment-là. C'est fixé. Maintenant, ça c'est au niveau du gouffre. Maintenant, de la même manière, au niveau du nefesh, sachez que les capacités intellectuelles, les fonctions imaginatives, la sensibilité, la perception, l'intuition, c'est des kélim qui sont déjà fixés à l'intérieur du nefesh. Vous prenez là-bas le Shmoné Prakim du Rambam, il explique un pérec entier sur le nefesh, et tous les halakim du nefesh, ils sont connus, et ils sont aussi fixés. Mais il y a une troisième partie, c'est la neshama. C'est-à-dire qu'en fonction de la mission que la personne va avoir sur cette terre, c'est-à-dire selon les vies antérieures qu'elle a eues, alors il va y avoir des tikkunim à faire, des choses à réparer, et on va lui donner une neshama, oui, qui vient d'une certaine étape, qui va aller à une autre étape, et c'est toi qui vas constituer cette étape intermédiaire. Et là aussi, il y a une mission. Donc une mission nishmatique de réparer des choses, de construire des choses au niveau de la neshama, une mission, on va dire, personnelle, intellectuelle, psychologique, de réaliser sa personne, et une mission physique, de donner à son corps tous les moyens qu'il a pour se réaliser. Maintenant, le problème, c'est que ces trois éléments-là, qui se rejoignent, ils sont aussi concomitants avec d'autres personnes. Parce que la moitié de ta neshama, c'est ta femme, donc tu vas le rencontrer. Il y a des enfants qui vont venir au monde, eux aussi, ils font partie du projet, parce qu'il faut que ce que tu as pu acquérir, tu vas le transmettre, d'accord, il faut que tu sois capable de le faire. Après, tu viens de parents, donc c'est aussi un lien avec eux, d'accord, parce que aussi, tu es aussi le fils de tes parents, tu auras des employés, tu auras des amis, tu auras des ennemis, tu auras des voisins, tu auras des voisines, ouais. Tu aurais une belle-mère, ouais. Donc, tu vois bien que tout ça, ça fait partie d'un projet. Donc, au moment où l'ange, il prend cette goutte, et il la met devant un Kadosh Baruch Hu, on va être obligé, à ce moment-là, de définir tout ça, d'un seul coup. Et ça, d'accepter la précision et l'harmonie que Hachem, il a créé entre moi et ma réalité, ça s'appelle la Emouna. Pour ça, je donne toujours l'exemple de la basket. Vous prenez une basket, et vous l'appuyez dans la terre. Quand vous la sortez, vous voyez une empreinte. Mais c'est une empreinte inversée. Donc ce qui est un creux dans la basket, ça fait un relief dans l'empreinte, et ce qui est un relief dans la basket, ça fait un creux dans l'empreinte. Maintenant, la basket c'est moi, et l'empreinte c'est ma réalité. Maintenant, l'homogénéité qui existe entre moi et ma réalité, d'accord, eh bien c'est la Emouna. C'est ça la Emouna. C'est que ce qui est un plus chez moi, c'est un moins chez ma femme. Ce qui est un moins chez moi, c'est un plus chez elle. D'accord. Les problèmes que je n'ai pas réglés, eh bien ils reviennent. C'est pour ça qu'on avait expliqué que la vie, c'est comme un diplôme que tu obtiens en 4 ans. Première année, tu as 6 UV à obtenir. Deuxième année, 10 UV. Troisième année, 5. Et quatrième année, 4. Maintenant, si la première année, sur les 6, tu n'as obtenu que 2, la deuxième année, il y en avait 10, maintenant, tu te retrouves avec 14. Puisque les 4 que tu n'as pas eu, plus les 10 que tu dois obtenir la deuxième année. Ça fait 14. Maintenant, manque de chance, la deuxième année, tu étais amoureuse, tu avais la tête à l'envers. Sur les 14, tu en as eu 1. Donc, il t'en manque 13. La troisième année, il y en avait 6, ça fait 19. Ça va? C'est quoi la première année? La première année, c'est le célibat. Quand tu es célibataire, il y a un certain nombre d'UV que tu dois obtenir, des unités de valeur. Oui, tu dois définir ton niveau intellectuel, ton niveau professionnel, ton niveau religieux. Oui, tu dois définir ensuite ton niveau physique, ton niveau mental, tes peurs, ta connaissance de toi-même, ton respect de toi-même. Tout ça, c'est les choses que tu dois régler en tant que célibataire. Maintenant, tous les problèmes que tu n'as pas réglés, tous les niveaux que tu n'as pas atteints en tant que célibataire, ne t'en fais pas, tu les épouses. Parce que, Mezavgim, la dame des films à Assab, on va te faire rencontrer un homme selon les actions. C'est quoi les actions? C'est le marassé. C'est quoi le marassé? C'est quoi? C'est ce que tu produis. Ce que tu produis, c'est quoi? C'est la projection de ce que tu es. Maintenant, dans le marassé, dans l'action, il y a le merassé du marassé. Le merassé du marassé, c'est celui en toi qui fait faire ce que tu fais. C'est toujours on dit la merassé minarosé. C'est toi le merassé de ton marassé. Donc à l'intérieur, tu as le lève qui est le merassé, et dehors, tu as le marassé.
Maintenant, normalement, le Maasé et le Merasé, ils correspondent. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas toi-même, tu vis une vie qui n'est pas la tienne. Maintenant, quand tes Maassim, ils ont été d'une certaine valeur, peut-être que ton lève, il a une capacité extraordinaire, peut-être que ton potentiel est énorme, mais malheureusement, tu n'as pas optimisé ton potentiel, pas entièrement. Donc, il va y avoir un certain relief. C'est comme un billet, vous prenez un billet neuf. Un billet qui est plié, c'est pas évident, mais un billet qui est neuf. Vous le déchirez en deux, il va faire une déchirure. Et bien, quand vous regardez la déchirure d'un côté, vous pouvez facilement envisager la déchirure de l'autre côté. Parce qu'elle va être la complémentaire. Donc, tout ce que tu n'as pas réglé en tant que personne personnelle, tu vas l'épouser. Donc, le bon Dieu, il va t'envoyer la femme dont tu as besoin, il va t'envoyer le mari dont tu as besoin. D'accord? Toi, tu manques de confiance. Par exemple, tu mens tout le temps. Ou on va t'envoyer une femme qui ment 10 fois plus que toi, tu vas devenir cinglé. Soit une femme qui ne ment jamais, et ça va être l'enfer. Pour que tu règles ton problème de mensonge. Ouais. Et c'est pareil. Donc maintenant, on se retrouve avec un travail à faire au niveau personnel, qui continue toute la vie, et un travail à faire maintenant au niveau Shalom Bayit. Alors moi, de ma petite expérience de quelques dizaines de milliers de couples, ouais, je peux vous dire que les 3/4 des gens qui ont des problèmes de couple, en fait, c'est des problèmes personnels qui dégénèrent en problèmes de couple. Parce que les 3/4 des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'acceptent pas un principe fondamental qui est très développé par le Rav... comment il s'appelle? Le Rav Yerucham Halevi. Il appelle cette notion l'évado. C'est quoi l'évado? L'évado, c'est pas que tu vas te conduire toute ta vie comme un visiteur, genre le bado. Non, l'évado, c'est que tu es seul. Ouais, tu es seul. Tu es seul devant ta responsabilité, tu es seul devant tes choix, tu es seul devant la maladie, tu es seul devant ta responsabilité, tu es seul devant ce qui te concerne. C'est ça l'évado. Maintenant, les 3/4 des gens, ils n'ont pas la force de cette solitude-là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font un transfert de culpabilité. Celui-là, il va accuser sa femme, il va accuser son mari, celui-là, il va accuser la communauté, celui-là, il va accuser le rav, celui-là, il va accuser l'école. Mais papa, tu oublies une chose, c'est que si tout est à cause de tout le monde, alors on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu fais dans cette vie-là? Puisque tout ce que tu vis, toi, c'est à cause des autres. Donc tu sais quoi? On se passe de toi et le monde, il va continuer à tourner. Alors que c'est le contraire. Toi, en vérité, tu dois te sentir concerné par la réalité. Ouais. Et c'est ça, c'est quoi concerné? Concerné, c'est que tu acceptes que cette réalité, elle vient pour une certaine raison qui est claire. C'est que tu as une part dedans à régler. Donc ces problèmes avec cet enfant, il me concerne. Mais cette réussite aussi, elle me concerne. Ma Keïla, elle me concerne. La Torah, elle me concerne. Tu as un chélek dans la Torah. Tous les juifs, ils ont un chélek dans la Torah. Peut-être que toi, tu dois écrire sur Teilim. Peut-être que toi, tu dois développer le pshat du Rimigash. Tu sais pas, peut-être, toi, tu dois écrire sur Yevamot. Tu dis, mais Yevamot, je ne connais même pas. C'est dommage. Peut-être tu dois faire tout le chasse, et après revenir en Youn, et après trouver une sensibilité sur Yevamot, et écrire sur les Tosfot de Yevamot. Et ça, c'est ton Halek Batora. Mais tu ne le sais pas. Comment tu vas savoir? Tu peux pas. Tu as déjà une vidéo de 3 heures de télé par jour, et où tu vas trouver le temps? C'est impossible. Mais c'est possible que le gars, il va arriver à 120 ans là-haut, on va lui dire, il faut se faire une chelcha, Yevamot. Tu dis, Yevamot. Je ne savais même pas que ça existait. Parce que Kol Israël Yesh Lo Chelek Batora, chacun il a une part. Ouais, on ne t'a pas demandé maintenant d'avoir toute la Torah. Ça, c'était des Yehidim qu'on peut compter sur le doigt de la main d'un manchot. Mais ton Chelek Batora, tu as. Moi, je connais un monsieur, c'était le beau-père d'un ami à moi. C'est un monsieur qui est grossiste en luminaire. Il est grossiste en luminaire. Il vend des lampes, des néons, Et bien, le gars, il a écrit un pirouche sur le Magen Avraham dans tout le Shulchan Aruch. Non, c'est le Pri Megadim, qui est étudié dans les Shivot. Et c'est un balabaït. Tu vois, toute la journée, il est derrière son comptoir, mais la nuit, il ne dort pas. Il fait Arvit, il dort 3 heures, et il prend ses sfarim, il les sort les sfarim tous les ans. Et tu le vois comme ça, balabaït. Alors, balabaït, ça veut dire amaret. Balabaït, ça veut dire ignorant. Balabaït, ça veut dire hma. Non. La connaissance n'est pas que pour les ramas. Chaque juif, il doit être Talmid Chacham. C'est un midrash. Midrash là-bas, dans Midrash Rabbah, il dit que le Shim Tiyou, soyez saints, il dit mitzvah alkol echad ve'echad. Anashim nashim vetaf. Ça c'est dur à comprendre. Anashim nashim vetaf. Femmes, hommes et enfants, liyot talmidei chachamim. Tu es obligé d'être érudit. Ah, je donne un yeshiva, je fais de la tzedaka, je viens, je dors au cours du Rav. D'accord. Non. Tu dois connaître. Tu dois apprendre et tu dois connaître. Et tu dois réfléchir et tu dois approfondir. Et à ce moment-là, tu vas sentir que tu as une sensibilité. Toi, tu as une sensibilité pour le Rashi. Toi, tu as une sensibilité pour le Tosfot. Toi, tu as une sensibilité pour le Malbim. Toi, tu comprends très bien le Ramban, mais tu ne comprends pas du tout le Rashba.
Pourquoi? Parce que c'est une netiot à lire. Toi, ton cœur, il tend plutôt vers ça. Mais si tu n'es pas confronté, comment tu vas faire? Comment tu vas savoir? Et si quelqu'un va dire ici, Béhémet, ça ne m'intéresse pas. C'est possible. Le gars dit, écoute, c'est quoi? Ça me saoule. Ça me saoule. L'étude de la Torah, ça me saoule. Moi, j'ai un vidouille à Kippour, le vidouille du Shla. Ouais, il fait 8 pages. Tu le fais 2 fois, tu t'évanouis de fatigue. Ouais. Les gens disent, ah, khatati, bachati, spaghetti. Non, tu fais bien. Et lui, il te donne les avérotes, une par une. Oui, et il y en avait une, tous les ans je la lisais, tous les ans ils me choquaient. Katzti betoratecha. Pourquoi il a mis Katzti betoratecha? Je me suis dégoûté de ta Torah. Ah, dit, c'est pas mon truc, dit, je suis pas tombé dedans quand j'étais petit, dit, ça m'intéresse pas, mais ça me dégoûte. Katzti, ça me dégoûte, genre le plat il est tourné, c'est dégueulasse. C'est possible ça? C'est possible. Les tzara, il peut te dégoûter. C'est compliqué, parce que sachez qu'au monde futur, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Celui qui attend les 72 hôtesses d'accueil, il s'est trompé de... C'est une autre religion, je ne sais pas si vous êtes au courant, d'accord? Pourquoi ils sont plusieurs à les accueillir? Parce qu'ils arrivent en morceaux, c'est normal, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est pas notre religion à nous. Notre religion, quand tu arrives là-haut, il y a une seule chose à faire, étudier la Torah. Alors si déjà le rabbin, quand le Shabbat il dépasse le quart d'heure, tu pries pour qu'il s'étouffe. Je dis, mais j'ai faim, mais qui se taise. Comment tu vas faire là-bas que les shurim, ils durent, ou les 800 ans, ou la... Il n'y a pas de limite, c'est illimité, c'est intemporel. Ouais. Alors que comment tu vas faire un cours de 300 ans, plus la Hana de 250 ans, plus la Hazara de 350 ans? Tu dis, je vais mourir, mais t'es déjà mort. C'est de la folie. Je dis, c'est pareil. Oui, c'est pour ça que dans la Birkat Torah, on fait une bracha spéciale, Ve'a'arevna. Oui, j'ai jamais vu qu'on dit Ve'a'arevna, la mitzvah de Shabbat, Ve'a'arevna, la mitzvah de Tefillin. Mais pour le limud de la Torah, Ve'a'arevna, qu'on prie que la Torah, elle soit douce. Oui, pourquoi? Parce que je te dis, sinon, ça va être mortel. Qu'est-ce que tu vas faire là-haut? Et là-bas, tu dis, je ne pourrais pas supporter. Alors, ne t'en fais pas, tu n'y as pas droit, tu es tranquille. Comme un goy, tu t'éteins comme une ampoule, tac. Une ampoule, quand elle claque, elle claque. Le goy, quand il meurt, c'est fini, il n'y a plus rien. Un juif, normalement, ça continue. Il faut que ça continue pour quelque chose. Si ça ne t'intéresse pas, pourquoi on va te faire souffrir? Pourquoi faire? On va t'envoyer avec des rabbins toute la journée. Et Tosfot, et le Ran, et la couchette de Rabbi Akiva Eiger, et la Chakira de Raphaïm. Tu dis, amenez-moi une bonne pizza, un espresso, la plage. Ça me suffit. Mais tu as déjà de ton vivant, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut développer une Ahavat Torah. Le Rav Shach, Zichron Livracha, bien qu'il n'est pas marocain, on peut le citer quand même. Il racontait que dans sa ville, à lui, à l'époque, c'était en Russie là-bas, ouais. Et le vendredi soir, à minuit, il y avait un shiur. Un shiur de Gemara. Pour tous les petits, qui allaient là-bas, les petits vieux. Les petits vieux, là-bas la nuit elle tombe à 5h, les gars ils faisaient Shabbat, ils dormaient jusqu'à 9h30, 10h, ils se levaient, ils allaient étudier toute la nuit. Maintenant il a dit qu'ils marchaient, comment ils marchaient? Comme ils sont très vieux et qu'à l'époque, déjà aujourd'hui c'est dangereux, la fracture du col du fémur, ouais, mais à l'époque il n'y avait même pas pour se soigner. Donc ils avaient tellement peur de tomber parce que le parterre il était gelé, ils allaient au Beth Midrash à 4 pattes. Je sais pas si tu vois, vendredi soir, tu voyais des vieux à 4 pattes, comme des cafards, en train d'aller pour étudier la Torah. C'est incroyable. Combien à Ahavat Torah que le gars il restait à étudier jusqu'au matin, et le matin ils allaient à la prière. C'était comme ça, c'est comme ça. Vous comprenez ou non? Attrape un gars maintenant, ici à Natania, tu lui dis je t'en prie, va dormir, à minuit je te réveille, il y a un chiot jusqu'au matin. Tu dis t'es fou quoi toi? Lui il se couche vendredi soir, il se réveille samedi soir. Pour l'Avdallah, comme ça il aura une pêche du tonnerre pour aller en boîte de nuit. C'est une boîte de nuit qu'ils ont créée, ça s'appelle Geinam, très connu. C'est un endroit le plus chaud de Natania, mais tout le monde est triste là-bas, parce que Geinam, Enam Gay. Ou alors Dafka Yesh, M Gay, là c'est dangereux. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un en vérité, c'est dans ce monde-ci qu'il va développer Ahavat Torah. Et c'est dans ce monde-ci qu'il va développer Ahavat Mitzvot. Et cette logique-là, c'est quoi? C'est qu'on te donne toujours les moyens de préparer l'avenir. Alors c'est exactement pareil. Toi maintenant,
tu vois, dans ton travail de célibataire, en vérité, tu prépares ton travail de couple. Parce que tu as fait le travail personnel. Après, on a dit, tout ce que tu n'as pas travaillé au niveau personnel, tu l'épouses. Donc Hachem, il va t'envoyer le conjoint qui va t'obliger à régler les problèmes personnels que tu n'as pas réglés en tant que célibataire. Après, tout ce que tu n'as pas réglé dans ton shalom bayit, oui, à titre personnel, dans ton couple, maintenant, tu l'accouches. Bizarrement, les enfants, ils ont des problèmes que tu aurais dû régler personnellement. Alors, quand c'était ta femme, tu peux dire, je me suis trompé, on s'est marié trop vite, elle m'a fait le coup de la panne. Mais là, c'est ton fils, il vient de toi. C'est ta fille. Ouais, tu peux pas dire d'où est-ce qu'il sort ce Hmar. Tu sais d'où il sort ce Hmar. Tu veux faire un test de paternité, il a toute ta tête. Ouais. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te mettre en situation. Il va te poser des questions, il va te poser des problèmes. Et il faut que tu réussisses à lui parler. Et il faut que tu réussisses à le convaincre. Mais pour le convaincre, il faut être convaincant. Et pour être convaincant, il faut être convaincu. Il ne vient pas me dire il n'écoute pas, il ne comprend rien. Et je vous donne un secret. C'est violent, mais comme on est entre gens intelligents, c'est que les enfants, ils ne ressemblent pas à ce qu'on croit être. Ils ressemblent à ce qu'on est. Vous savez ou non? Ils ne ressemblent pas à ce qu'on montre. Ils ressemblent à ce qu'on est. C'est pour ça que le nez est tellement important chez nous. Oui. Parce que c'est ce qu'on est. Donc très 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 vite, il faut se donner les moyens d'être ce qu'on est. Et d'être ce qu'on est censé être. Et ça, il y a une seule école qui fait ça. Ça s'appelle le Moussa. Il faut travailler à la bouteille. Moi je vois des gens, Baruch Hashem, ils font rien du tout. Après Baruch Hashem, ils font teshuva, ils achètent le chapeau, et ils mettent la barbe, et après ils étudient 2 heures le matin, ou là une fois par semaine. Après ils ont des notions de pensée juive, parce qu'ils ont écouté beaucoup les CD, les cassettes et les cours sur Internet, et ils écoutent Ranchaya, ils écoutent Ben Chetrit, ils écoutent Dinovitch, ils écoutent Baba. Je dis d'accord, super, culture, j'ai pas de problème. Mais le travail, tu fais le travail? Ah, je connais. Est-ce que tu fais le travail? Écouter un cours, ça prend 1h30. Intégrer un cours, ça prend 2 ans. Tu veux travailler sur les Kavsrout, tu veux travailler sur le Kavod à période, tu veux travailler sur le Kavod Asmo, tu veux travailler sur la colère. Moi, personnellement, que je ne suis pas foncièrement débile, la colère, ça m'a pris 10 ans. Et je travaille tous les jours. Des fois, je reçois des gens comme ça. Alors, on a fait un truc de Shalom Bayit. On a passé 3 heures, ou 4 heures, ou 5 heures. Donc là, je suis à la limite de tomber dans le coma. Et j'ai le gars en face de moi. Je lui dis, bon, tu sais, vous savez, monsieur, il va falloir... on a bien compris, on a fait le profil personnel au niveau psychologique. Et il va falloir travailler sur le respect de soi, sur la maîtrise des pulsions, sur la colère, je sais pas moi, sur la peur. Moi, j'ai fait un petit programme. Alors, le gars me dit, il va falloir faire des efforts. Je dis, s'il y a ça, vous pouvez me donner du Temesta à tous les enfants. C'est un choix. Ouais. Il me dit, mais je ne suis pas prêt à faire des efforts. Alors je lui dis, JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune Hmal au carré. D'accord? Je dis, tu vois, moi, personnellement, j'ai 53 ans. D'accord? Ça fait plus de la moitié de ma vie que j'enseigne. J'ai étudié à peu près 22, 23 ans. J'ai écrit 2 livres. J'ai peut-être 100 000 élèves. J'ai distribué plus d'1 million de cours. J'ai fait plus de 6 000 conférences. J'ai 20 000 personnes par an et plus de 250 000 kilomètres par an. Et je travaille mes midot tous les jours. Et toi, Bliaïnara, qui est pas un cas, tu es un double cas. Ça veut dire un cas. Ouais. Quand je te dis qu'il faut travailler la colère, tu me dis j'ai pas besoin. C'est elle qui est folle, c'est lui qui est fou. Je dis, t'as pas compris. Mais à l'occasion, le Rav, vous ferez avec le Rav, les premières pages du Sha'arei Kedusha, du Rav Chaim Vital, les premières pages, je ne vais pas jusqu'à d'aller trop loin. Moi, je me suis fait un kiff cet été, je l'ai retapé, ouais. Je l'avais étudié il y a des années. Mais là-bas, il explique très bien que toutes les avérotes qu'on fait, elles viennent des mauvaises midotes. Et toutes les mitzvot qu'on fait, elles viennent des bonnes midotes. Donc le gars qui est un peu chacham, il travaille les midotes. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de la culture. D'accord? Tu as bien compris comment fonctionne le respect, le droit d'exister que tu donnes à l'autre, l'espace que tu crées pour que l'autre se réalise, et que chacun a le droit à la différence, qu'il faut respecter le partout de chacun, et le tselem elokim. Tout ça, c'est très joli, c'est la culture. Mais comment tu vas intégrer ça à l'intérieur de toi? Comment madriga après madriga, tu vas graver la chose, que ça va te faire mal, que tu vas crever de nerfs, que tu vas lutter contre ton amour propre, que tu vas accepter
d'aimer l'autre malgré qu'il te remet en cause, tu vas accepter de ne pas faire un reproche alors que tu l'as dans la bouche et que ça te fait mal. Tu sais pourquoi ça te fait mal? Parce que chimiquement, tu es en train de changer. Mais la culture, ça fait pas mal. C'est les goïms, ça. Les goïms, ils disent ça. Ils disent, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je pense. Ça ne dérange pas. Tu peux être un pervers sexuel et avoir une chaire de pédagogie à la faculté. C'est pas grave. Tu peux être un pervers, tu vas sur des sites bizarres, tu vas en Thaïlande, parce que là-bas les enfants sont plus accessibles. Ouais. Et tu as une chaire de pédagogie, tu expliques le respect qui est droit, qui est dû à chaque enfant pour qu'il puisse développer son être au maximum de son potentiel. Et tu vas violer des petits garçons en Thaïlande, ça ne dérange pas. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que ça c'est Esav et ça c'est Yaakov. Esav, c'est Rassou. Ça se lit à Rassou. Rassou c'est Assoui. Assoui c'est fini. D'ailleurs le deuxième prénom de Esav c'est Capri. C'est facile à comprendre. Ouais. Il est fini, d'accord? Mais Yaakov c'est Yud Ekev. Yud c'est la Chokhma, Ekev c'est le talon. C'est-à-dire que Yaakov, à la fin de sa vie, il était encore au talon de sa Chokhma. C'était repris, au talon, d'accord? Vous comprenez cette logique ou non? C'est qu'un juif, c'est quelqu'un qui est tout le temps au talon de ce qu'il peut faire. Tellement il peut faire. Ouais. Par contre, le goy, il est fini. Il est comme ça, il est fini. D'accord? Donc c'est bien, on a compris le goy, le juif. Alors de vous à moi, si vous voyez un juif qui te dit, écoute, je suis comme ça, laisse-moi tranquille, j'ai ma petite série télé, je prends mon petit café, tu viens étudier, viens évoluer, viens grandir, parle avec ta femme, crée la truc, dis à ton mari que tu l'aimes, remets-toi en cause, évolue, tu dis, non, je suis comme ça, je suis comme ça. Lui, il est déjà dans la catégorie Esav. Et malheureusement, si tu trouves un goy qui te harcèle au téléphone et qui t'envoie des emails, et tu dis, je suis en recherche d'essentialité, je veux ressentir les choses, je veux amener la lumière dans ma vie, lui, il est dans le rôle de Yaakov. Je ne sais pas si vous voyez l'archema. Ouais. Donc c'est ça le problème. C'est de savoir à chaque fois où tu te situes et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Maintenant, il va donner des rabbanim, il va te donner la vie, il va te donner la santé, il va te donner le parnassa, il va te donner le temps libre. Parce que si tu arrives à trouver 3 heures pour la télé, tu ne trouves pas une demi-heure pour l'étude. Il va te donner tout. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc, tout ce que tu n'as pas atteint en tant que célibataire, tu l'épouses. Tout ce que tu n'as pas atteint en tant que marié, tu l'accouches. Et maintenant, tu as en face de l'enfant. Et ça, tu verras bien. La précision avec laquelle Akadosh Baruch Hu t'envoie les choses, que c'est exactement ce dont tes enfants ont besoin que tu dois régler. C'est incroyable. Incroyable. Et encore une fois, avec ta femme, tu pouvais l'accuser. Avec ton mari, tu pouvais accuser. Mais avec l'enfant, tu ne peux pas accuser, il est devant toi. C'est pour ça que la Torah a donné une mitzvah aux parents d'éduquer les enfants. C'est vrai, pourquoi la Torah a demandé que les parents éduquent les enfants? Je dis, mais c'est les tiens. Non, la Torah elle aurait pu dire, les grands-parents éduquent les enfants. La Torah elle aurait pu dire, le Beddin va fixer qui c'est qui va éduquer les enfants. Alors la Torah elle aurait pu dire, les rabbanim ils éduquent les enfants. Non, 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 non. C'est les parents qui doivent éduquer les enfants. Ça veut dire que c'est les gens concernés, parce qu'ils en ont besoin au premier chef, qui vont... Et bizarrement, tu vas voir que des couples qui travaillent, qui s'occupent de leur couple, évoluent personnellement. Et tu vas voir que des parents qui s'occupent de leurs enfants évoluent personnellement. Et tu vas voir que des gens qui s'occupent du tzibour évoluent personnellement. C'est quand même bizarre, non? Pourquoi? Parce que c'est ça, Vaïgash Yehuda. C'est que quand la personne, elle prend la acharayut, elle prend la responsabilité, tu prends à cœur ta responsabilité de parent, et tu prends à cœur ta responsabilité de conjoint, et tu prends à cœur ta responsabilité de rave ou de juif tout court, oui? Alors dans acharayut, il y a acharé et il y a acher. C'est quoi acharé? Acher. Après. Donc acharechem, après vous. Acharenu, après nous. Et acharai, après moi. Alors tu sais quand en français on dit, vous savez, il en a après moi. Ah, ce prof, il en a eu après moi. Il m'a pas lâché. Révise et travaille et prépare ton interro. Bon, c'est vrai que j'ai eu ma chaire de mathématiques à 14 ans, mais il m'a saoulé. Et mon père, enlève ton doigt de ton nez, lève-toi, travaille, débrouille-toi, trouve ton argent et assume tes études. Mais grâce à Dieu, je suis autonome aujourd'hui. Donc tu vois qu'en fin de compte, les gens qui en ont après toi, c'est en fin de compte les gens qui vont t'obliger à avoir la maturité que tu fuis. Ça va? Maintenant, si toi, tu te prends en main, tu n'as pas besoin que l'autre te prenne en main. Donc on dit en français, tu es Ani Acharai, je suis derrière moi. Oui, Acharai, c'est je suis derrière moi. D'accord? Mais Acher, on a dit que Achar, c'est aussi Acher. C'est quoi Acher?
C'est-à-dire quand je suis responsable, ça veut dire que je suis responsable du acher. Et j'ai conscience du acher. C'est que quand tu te maries, c'est fini, tu ne peux plus oublier jusqu'à ta mort que tu es marié. Tu es responsable. Dès que l'enfant est conçu, tu as une branche de Achariyut qui s'est développée qui s'appelle le bébé. Ah, j'ai pas envie, ça me saoule, j'ai pas le temps, et je dois faire les allers-retours avec la France, j'ai pas le temps de m'occuper, et il me prend la tête, ils font du bruit. Et t'as pas compris. L'option amputation n'existe pas chez les enfants. Tu peux pas faire un guet à ton fils. Ah, mais je suis déçu, c'est pas ce que j'attendais. Mais qui t'a dit que t'as le choix? Je crois que c'est un menu à la carte ou quoi? Ah, il est trop mat, jette-le. Non. Et il est trop blanc. Ah, il est maigre. Ah, il est pas intelligent. Ah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les propositions que la vie va te faire, que Hachem va te faire, toi tu es en situation de pouvoir les accepter et grandir avec, ou les refuser. Maintenant sachez que quand tu les refuses, elles ne disparaissent pas. C'est comme si toi tu arrêtes une société mais tu ne la fermes pas. Et tu ne payes pas les fournisseurs, ils viennent 5 ans après, 10 ans après, l'URSSAF, 22 ans après, ils te retrouvent. Avec les indemnités de retard, 900 000 euros de redressement. Mais je ne comprends pas, je devais 254 euros. Oui, monsieur, mais il y a 28 ans. On vous a envoyé les avis, on vous a envoyé premier commandement, deuxième commandement. Quand on arrive à 613 commandements, vous n'avez pas saisi. Alors on a fait la saisie. C'est ça l'idée. Là, c'est exactement pareil. Maintenant, celui qui est chacham, ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter la réalité au fur et à mesure où elle se présente. Ça vient, je suis là. Anipo. Ouais. Abraham, Inéni. Jacob, Inéni. Ouais, Inéni. Je suis là. Oh, je suis là. Abraham, Inéni. Tout de suite, tu es là. Ouais, on te demande, tu es là. Tu es prêt. Une fois, un il m'avait dit, il faut toujours que tu aies un Dvar Torah à faire sur la paracha, que tu aies toujours un Dvar Torah à faire pour un Shavachot, que tu aies toujours un Dvar Torah à faire pour un Esped. Tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. Peut-être on va te dire, va parler. Ouais. Moi, je criais sur l'Avrechim, qui me disait, mais j'ai rien à dire. Tu es dans une choule, tu es Shabbat, après-midi dans une choule, ouais. Il te dit, bon, tu peux nous dire un Dvar Torah? Bon, tu n'es pas grave, mais tu es un vrai. Donc le gars, ça fait 10 ans qu'on te donne de la tzedaka pour étudier la Torah. Dis-nous un Dvar Torah. Ah non, j'ai rien à dire, j'ai rien préparé, j'ai rien. Mais je comprends pas, le gars, il a fait Chouva il y a 3 semaines. Il prend un midrash raconte, il fait un Dvar Torah. Toi, tu étudies 8 heures par jour, t'as rien à dire. J'ai pas dit ça pour que vous tapez sur les rabbins. Je dis, ça s'appelle la Acharayut. C'est ta responsabilité. Ouais. C'est pareil, ton fils, tu dois savoir où il est maintenant. D'un coup, je sais pas, il est parti il y a une semaine. Comment tu es responsable? Comment est ta femme en ce moment? Elle est bien, elle est pas bien, elle est fatiguée, elle est nerveuse. Écoute, franchement, on ne se parle pas tellement, je suis très occupé, j'ai des soucis au travail. Mais tu t'es marié de ton travail. À chaque seconde du jour et de la nuit, tu dois savoir comment ta femme elle est. Et je veux dire mieux encore, si vraiment tu l'aimes, même quand elle n'est pas là, même quand elle est à 4000 km, tu n'arrêtes pas de penser à elle, ça veut dire qu'il y a un problème. Appelle-la, tu vas voir, elle te dire, oui, je suis en train de pleurer à la cuisine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en réseau. D'accord? Et si tu dis, écoute, j'ai rien senti, franchement, je viens d'apprendre par ma belle-sœur que ma femme est dépressive, je dis, bah, mais quel niveau d'absentéisme tu as atteint? Il y a des gens comme ça. Quoi? Mais fallait me dire que papa il était malade. Attends, quand un gars il est jaune comme ça, c'est où il mange beaucoup de carottes, ou il a un cancer du foie. Ouais, ah mais je pensais pas du tout, vraiment. Bon, je le voyais faible et tout, mais bon, je me disais, papa, il est solide, papa. Et ouais, jusqu'à 95 ans, et voilà. On veut pas qu'il vieillisse. Mais ils vieillissent. C'est normal, non? Alors c'est quoi l'idée? C'est que eux, quand ils perdent un peu la conscience, toi, la tienne, elle a augmenté entre-temps. Grâce à Dieu, t'as 45 ans, non? T'es plus un gamin de 8 ans. Mais si tu n'as pas fait le travail de compensation, tu es en décalé par rapport à ta vie. Tu sais pourquoi? Simplement parce que tu n'as pas répondu présent. Tu n'as pas dit inéni. L'enfant il a 14 ans, inéni. Ta femme elle a 45 ans, inéni. Elle rentre dans la ménopause, inéni. Elle est enceinte du 5e, inéni. Il faut rembourser l'argent, inéni. Je t'ai promis que j'arrêterai les allers-retours au bout de 2 ans, inéni. Ah, c'est pas évident, c'est pas vrai, je vais pas réfléchir, là, c'est difficile. D'accord, mais on n'a plus de vie commune. Je te dis, tu passes 3 semaines à Paris, 1 semaine ici, là-bas, je te parle, je t'appelle, tu es au restaurant avec la secrétaire. Tu viens à la maison, tu es énervé, tu gueules, tu es fatigué, tu n'es pas bien. Je me demande si cette Alia, à 4000 km, elle est intelligente. Il faut trouver une solution. Ah ben, il faut bien manger. Ça c'est manger ça, et c'est quoi crever? Tu
dois avoir une idée claire, une réponse claire. Dans chaque chose, c'est pareil. Ouais. Ça s'appelle inémi. Maintenant, si on comprend ça, là, il y a une Gemara ici incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller avant de mourir, elle est énorme. Elle est d'Aflamed, Amoudbet. Lamed, ça veut dire c'est l'enseignant. Amoudbet, ça veut dire que même un bête, il peut l'étudier. C'est pas grave. C'est marqué là-bas. Tanu Rabanan Shlosha Shutafim Hen Ba'adam. Il y a 3 associés dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, Ve'aviv Ve'imo. C'est-à-dire que quand on conçoit un enfant, en vérité on est 3. On croit qu'on est 2, mais en vérité on est 3. Hachem, le père et la mère. D'accord? Moi j'ai toujours pensé, c'est pourquoi les aînés ils sont plus forts, pourquoi ils sont plus grands, pourquoi ils sont plus refifs, pourquoi ils sont plus intelligents, pourquoi ils sont plus matures. Parce qu'en fait il y a 3 tiers. D'accord? 33% du père, 33% de la mère, 33% d'Hachem. Mais quand au début on se marie, il y en a qui tombent enceintes le premier soir du mariage, il y en a qui tombent enceintes dans les premiers mois. On ne se connaît pas vraiment, on est des gamins, on s'envoie balader, on a les nerfs, on a le stress, on est encore des célibataires, on a encore... Alors le bon Dieu il dit, tu sais quoi le premier? Je prends moins 60%. Et vous prenez 17 chacun. C'est pour ça qu'il est spécial l'aîné. C'est logique ou non? Maintenant ça n'engage que moi, au pire j'ai raison, j'ai pas lu nulle part où c'est marqué. Ça s'appelle Shlosha Shutafim En Ba'adam. Et après c'est marqué comme ça. Tanya. C'est une braïta. Rabbi Omer, Rabbi dit Galoui vadua lifnemi shamar vaya olam sheben mechabed et timo yoter miaviv. C'est dévoilé et connu devant celui qui a dit que le monde soit. C'est une expression très lourde. Oui, lifnemi shamar vaya olam. Il fallait dire lifna kadosh baruch hu, lifne rahamana. C'est quoi ce langage? Lifnemi shamar vaya olam. Devant celui qui a dit que le monde soit. Ouais. C'est quoi? Sheben mechabed et timo yoter miaviv. Que l'enfant respecte plus sa mère que son père. Elle dit la Gemara, pourquoi? Parce qu'elle le séduit avec des paroles. Sous-entendu, la mère, elle séduit l'enfant avec des paroles. Donc c'est pour ça que l'enfant respecte plus la mère. Donc c'est pour ça que la Torah, elle a dit, les fichar, c'est pourquoi la Torah, elle a fait précéder le kavod du père au kavod de la mère. Parce que c'est marqué kaved et avicha ve etimecha. Respecte ton père et ta mère. Ah, pourquoi la Torah, elle a dit respecte ton père? Donc ça veut dire que la Torah, elle est misogyne. D'abord le père, après la mère. D'accord? C'est un homme qui a écrit la Torah. Et tavecha vetimecha. De l'autre côté, tu dis qu'il fallait bien en mettre un avant l'autre. Vous ne pouvez pas mettre respecte en facteur ton père, ta mère. En plus, qu'est-ce que le facteur il vient de faire à côté de ta mère? C'est un problème. Ouais, d'accord. Tout le monde sait que c'est un gars timbré et pas recommandé. D'accord? C'est faux. La Torah, elle peut écrire dans Vaïtranan, Kaved et Avicha, et elle aurait écrit dans Bereshit, Kaved et Timecha, et on aurait dit Kaved, Gzera Shava, et il faut respecter le père et la mère. Et comment tu aurais su si c'est le père ou la mère qui passe avant? Donc la Torah, elle a dit Kaved et Avicha, ve Timecha, respecte ton père et ta mère. Donc on a mis en priorité le Kavod de la mère. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est marqué que la Torah, elle t'explique que l'homme, il respecte plus naturellement la mère. Alors, comment tu sais que c'est naturel et que c'est pas autre chose? Parce que c'est marqué Nifnemi Shamar Ve'aya Olam, celui qui a dit que le monde soit. Et quand est-ce que Dieu il a dit que le monde soit? À la création du monde. Ça veut dire que depuis que Dieu a créé le monde, il a créé une nature chez l'enfant qui va être sensible à la tendresse de la mère. Puisque c'est marqué que l'enfant respecte plus sa mère parce que la mère le séduit par des paroles. Ça va? Très bien. Alors maintenant, c'est pourquoi on a fait précéder le kavod du père au kavod de la mère. Donc ça veut dire que la mitzvah de Kibud Av Vahem, elle est pour le père et la mère, mais elle est prioritaire pour le père, puisque l'enfant va déjà naturellement respecter sa mère. Ça va. Mais la Torah ne te demande pas d'une mitzvah naturelle. Elle te demande une mitzvah qui est au-dessus de la nature, qui est surnaturelle. Donc puisque naturellement tu vas déjà respecter ta mère, donc la Torah elle met l'accent sur le respect du père. Après, c'est marqué Vegalou Ivadwa Lifnemi Shamar Vayolam Shaben Mitziare Miaviv Yoter Miimo. C'est dévoilé et connu devant celui qui a dit que le monde soit, que l'enfant craint plus son père que sa mère. Mitziare. D'accord? Pourquoi? Parce que le père lui donne la Torah. Mipne Sheminamdo, Torah. Maintenant, le problème, c'est que le mot Torah et le mot Trecha se ressemblent. Parce que tu peux écrire Torah, on peut l'écrire avec un H. D'accord? Maintenant, si tu n'aspires pas le H, ça fait Trecha. C'est les mêmes lettres. Ou alors c'est Torah, si tu aspires le H. Et tu verras que les gens qui ont trop appuyé sur une Torah dure, ils obligent l'enfant à aspirer le H
pour pouvoir la supporter. C'est un H aspiré, ça s'appelle. Ou du shit. Ouais, d'accord. C'est pas grave. Là, j'ai vu que vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Alors, les fichar, c'est le titre, quoi. Les fichar, ikdim hakadosh baruch hu, mora'ahem le mora'av. C'est pour ça qu'on a fait précéder, Hachem il a fait précéder la crainte de la mère à la crainte du père. Donc, encore à Odon Kolo, puisque c'est plus naturel pour l'enfant de craindre son père. Donc, la Torah a donné une priorité à la crainte de la mère. C'est-à-dire que la Torah a ordonné à l'enfant de craindre sa mère en priorité. C'est pour ça que c'est marqué Ish imo ve'aviv tiraou, Ish imo ve'aviv. Là, on a mis la mère d'abord. Donc, dans la crainte, on a mis la mère d'abord, et dans le respect, on a mis le père d'abord. Parce que comme l'enfant va naturellement respecter sa mère, donc la Torah a mis la mitzvah sur le respect du père, et comme l'enfant va naturellement craindre son père, donc la Torah, elle va ordonner à l'enfant de craindre sa mère. C'est toujours bon? D'accord. Maintenant, on a dit que l'enfant, il craint plus son père. Pourquoi? Parce qu'il le frappe, parce qu'il le stresse, parce qu'il le menace, parce qu'il l'excommunie. Non, mipnei shemilam Torah. Avec ça, rien que ça déjà, tu peux réécrire tout Françoise Dolto. Ouais. Pourquoi l'enfant, il craint son père? Parce qu'il crie, parce qu'il le cloue au mur. Non, mipnei shemilam Torah. Donc ici, la Torah, elle t'a donné quel est le comportement du père. Le père, c'est un mélamède. Pas quelqu'un qui met la mède, non, qui met la mède. Ouais, il t'enseigne. Ah, tu dis, pourquoi? Et si le père, il n'a pas étudié? Et s'il a m'arrête, comment il va enseigner? Tout le monde n'a pas la chance de faire 15 ans de Jiva, oui. Mais tu peux être mélamède de la Torah, tu peux être mélamède de l'amour de la Torah. Ouais, tu peux être mélamède de l'honnêteté, tu peux être mélamède de se lever tous les matins à 6 heures pour aller à la prière, tu peux être mélamède de mettre les téfilines, tu peux être mélamède de toujours garder, de tenir ta parole. Tu peux être mélamède. Il y a beaucoup de choses que ton père il va faire passer. Pourquoi? Parce que père, c'est repère. Le père, c'est repère. Le père, c'est le repère. Quand le père perd ses repères, l'enfant, il perd aussi ses repères. Pourquoi? Parce que le père, c'est la structure. Donc le père, c'est vérité, perpétuité, stabilité. Comme le rave. Le rave, il doit être vérité, perpétuité, stabilité. Si le rave, il ment, ça va pas. Si le rave, il est instable, ça va pas. J'ai envie de te faire un course bitachon, et après il achète une Volvo à 800 000 euros, d'accord? Ça va pas. Et s'il est coléreux, s'il se contredit, s'il est incohérent, ça va pas. Parce que le Rav, c'est comme un père. Veshinantam levanecha, d'accord? Que les Talmidim, rien que banim. Donc le père, c'est le repère. Le père, il n'a pas le droit. Il est droit, il est clair, il est net. Ah mais c'est compliqué, et puis on est en phase de développement personnel, et on a toujours besoin d'évoluer. Eh bien, débrouille-toi avant qu'ils naissent. Ah mais c'est dur de savoir des grands enfants. C'est comme tu veux. C'est comme les lacunes. Tu les cumules, mais au moment de payer, elles sont là. Donc des fois, tu es obligé de faire un stage accéléré. Voilà, maintenant tu as changé de domaine, tu vas faire les salons au Japon, il faut que tu apprennes le japonais. Mais à 45 ans, je vais apprendre le japonais. Eh bien, il n'y a plus de travail. Eh bien, j'apprends le japonais. Eh bien, apprends le japonais, tu apprends le japonais. Donc tu vas faire un stage intensif pour devenir un père, un stage intensif pour devenir une mère. C'est comme ça, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature de relation du père avec l'enfant, c'est quelqu'un qui enseigne. Et quelqu'un qui enseigne, il doit avoir la pédagogie de l'enseignant. D'accord? La patience de l'enseignant. Donc s'il est nerveux, embêtant, laxatif, c'est-à-dire qu'il génère chez l'enfant un besoin d'aller perpétuellement aux toilettes à cause de la pression qu'il lui met, ça s'appelle pas Mélam de Torah, ça. Encore une fois, si c'est pas la Torah du Chumash ou de la Gemara, c'est la Torah de la vie. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Que l'enfant, il va... Donc, la mitzvah de Kibud Avaim, elle est articulée en deux facettes. Une facette qui s'appelle le respect, une facette qui s'appelle la crainte. Normalement, c'est pas comme ça. Il y a une mitzvah, c'est une mitzvah. Il n'y a pas une facette comme ça, une facette comme ça. Pourquoi il fallait deux facettes? Premièrement. Deuxièmement, quelle différence entre le respect et la crainte? Alors, je vous donne l'idée. Vous savez que en mathématiques, je ne sais pas si je vais choquer certains par le niveau que je vais les obliger à atteindre. 3 fois 2, ça fait combien? C'est pas évident, je crois que je vais baisser le niveau de la conférence. 3 fois 2, ça fait combien? 6. Et 2 fois 3, 6. C'est extraordinaire. Non, parce que 4 moins 2 et 2 moins 4, ça fait pas le même chiffre.
2 divisé par 4 et 4 divisé par 2, ça fait pas le même chiffre. Mais 3 fois 4 et 4 fois 3, ça fait le même chiffre. Extraordinaire. Vous savez ce que c'est la multiplication? La multiplication, c'est la confrontation qui démultiplie les forces. Et ça donne des définitions. Par exemple, le Yud Kevavke, ouais, c'est 26. Mais le Yud Kevavke, le Yud, multiplié par le Yud, ça fait 100. Le He par le He, ça fait 25. Encore un He par un, ça fait encore 25. Et le 6 par le Vav, c'est 6 par 6, ça fait 36. Donc le Yud Kevavke par le Yud Kevavke, ça fait 186. Et 186, c'est Makom. Et Makom, c'est un autre nom d'Hachem. Mais Makom, c'est Mekayem. Donc Yud Kevavke, c'est celui qui fait être. Et Makom, c'est celui qui est Mekayem. Donc tu vois que la démultiplication de Yud Kevavke, ça a donné Makom. Ça va? Ça, c'est la multiplication. C'est-à-dire que la multiplication, c'est la confrontation qui fait ressortir le potentiel. C'est ça la multiplication. La soustraction, c'est ce qui permet de faire la différence. Quand tu fais la différence, ouais, une soustraction, c'est de voir la différence. La différence, c'est quoi? Par exemple, c'est que Caïn, il est revenu en Gilgoul chez Korach. Ouais. Et que Moshe, il est revenu en Gilgoul chez le Gilgoul de Hevel. D'accord? Et que Caïn, il a tué Hevel. Et comment il l'a tué? Parce qu'il a. Le Haïm Akadosh, il dit qu'il l'a emmené là où il avait des sables mouvants, puisqu'il connaissait la terre. Il s'est enfoncé dans la terre devant lui, il est mort. Et lui, il n'est pas intervenu. Et comment il est mort, Korach? Il s'est enfoncé dans la terre devant Moshe, qui est le Gilgoul de Hevel, et il n'est pas intervenu. Vous voyez comment ça fonctionne? Maintenant, quand tu prends Korach et tu soustrais Moshe, le résultat, c'est Hevel. Donc Hevel, c'est la différence entre Korach et Moshe. Donc tu vois que la soustraction, elle fait apparaître la différence. La multiplication, elle fait développer le potentiel. Donc si je te dis que 3 fois 2 et 2 fois 3, c'est le même résultat, c'est pas rigolo, c'est profond. Alors c'est quoi la multiplication? C'est quoi? Je te donne ici l'idée. Le respect, c'est quoi? C'est la résonance de l'amour. Quand tu donnes de l'amour à quelqu'un, de manière exprimée, il te renvoie du respect. Donc, le respect est la résonance de l'amour, et l'amour est la résonance du respect. Traduction. Si moi je montre à quelqu'un que je l'aime, il va me respecter. D'accord? Maintenant, le respect dont on parle ici, c'est pas le respect de la loi, le respect de l'ambiance, le respect de la coordination des couleurs, le respect des principes établis, le respect du lieu dans lequel nous nous trouvons. Non. Ici, respect, c'est quoi? C'est kavod. Et kavod, c'est quoi? C'est le droit d'exister. Ça, j'ai expliqué des centaines de fois déjà ici. Sûrement vous vous rappelez déjà que kavod, c'est le droit d'exister. C'est faire apparaître le potentiel. Même quand tu es mechabed abaït, tu nettoies la maison, c'est quoi? C'est que tu enlèves tout ce qui est par terre pour qu'on voit le parquet. Quand tu nettoies ton bureau, tu enlèves tout ce qu'il y a sur le bureau et on voit le bois du bureau. Donc c'est quoi mechabed? C'est d'enlever ce qui empêche la chose de se réaliser. Donc quand tu es mechabed une personne, tu lui donnes le droit d'exister. Quand vous êtes mechabed le Rav, c'est pas parce qu'il est beau et mignon et sympathique, c'est parce que vous voulez entendre sa Torah. Donc vous voulez faire exister sa Torah. Donc quand tu es mechabed la femme, elle va t'amener la bracha. Quand tu es mechabed le mari, il va t'amener la sécurité. Oui. Quand tu es mechabed Hashem, il va exister dans ta vie. Donc le kavod, c'est le droit d'exister. Maintenant, pourquoi je vais être intéressé à faire exister quelqu'un? Parce que j'ai ressenti que cette personne, elle existe pour moi. Maintenant, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est d'exister pour l'autre. Donc quelqu'un qui existe pour moi, je vais être mechabed auto pour qu'il continue à exister pour moi. Donc le kavod, il génère la ahava. Et la ahava, elle génère le kavod. Vous suivez ou... Donc ça veut dire quelqu'un qui veut être aimé par l'autre, il doit lui faire du kavod. Et quelqu'un qui veut être respecté par l'autre, il doit lui montrer son amour. Maintenant, celui qui n'arrive pas à respecter l'autre, c'est parce qu'il n'arrive pas à avoir l'amour de l'autre. C'est pour ça que dans les lois de Kibud Avahem, il y a une halakha, ouais, qui est développée par les Acharonim, que quelqu'un, il doit chercher une qualité chez son père et sa mère qui n'existe nulle part ailleurs. Il faut que tu trouves que ton père, c'était le gadolador d'un certain sujet. Tu dis, mais attends, mon père, c'était un petit comme ça, un traditionnaliste tunisien, il mettait les tefilines le matin, gadolador de quoi? Trouve. Il était toujours souriant, il était honnête, il tenait sa parole. C'est le gadolador du gars qui tient sa parole. Voilà. Maintenant, quand tu sais que c'est le gadolador, c'est le baba salé de celui qui tient la parole,
C'est le Rav Shar de celui qui tient sa parole, c'est le Rabbi de Lubavitch de celui qui tient sa parole. Quand le Rabbi, tu te lèves, alors tu te lèves devant ton père, c'est normal. Donc la halakha devient naturelle. Donc c'est facile d'être mechabed une personne dont tu vois les valeurs. Donc ce que tu ne fais pas le kavod, c'est parce que tu dévalorises. Et quand tu dévalorises, donc les gens qui n'arrivent pas à respecter, finalement ils n'aiment plus. Puisqu'on a dit que le respect entraîne l'amour, et l'amour entraîne le respect. Toujours je raconte cette histoire, la femme elle vient, elle me dit mon mari il est bête, mon mari il est méchant, mon mari il est tordu, mon mari il est marocain, mais qu'elle rapporte, c'est comme ça, voilà. Mais j'ai rien contre les Marocains, moi aussi je suis d'origine marocaine. Ça n'arrive pas qu'aux autres, voilà. Détendez-vous, le pire est à venir, ouais. Donc, je dis, madame, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Elle me dit, je vous explique tous les défauts de mon mari, comme ça vous allez l'aider à se soigner. Je dis, premièrement, ce qui se ressemble s'assemble. Donc si votre mari est fou, ou vous êtes folle, ou vous êtes thérapeute, parce que c'est... Ouais. Premièrement. Et deuxièmement, je ne crois pas qu'en ayant une image négative de l'autre, vous allez réussir à retrouver une image positive. Parce que c'est rare que quelqu'un il crache, il fait pipi, il met du caca sur un gâteau et après il dit je vais le manger. C'est très rare. Ouais. Pourquoi? Parce qu'une personne que tu ne respectes pas, un jour tu l'admires plus, et une personne que tu n'admires plus, un jour tu l'aimes plus. Donc depuis le début que tu as eu des idées négatives, et même dans ta tête, même si tu n'as rien dit, tu dis, la femme c'est elle est grosse, elle est moche, mon mari sent mauvais de la bouche, il n'a pas de finesse, il est paresseux, il ne se lève pas, il ne travaille pas, il est ignorant, même si tu dis rien dans ta tête, ouais, déjà tu as cassé, déjà tu ne respectes plus, d'accord? Et ensuite tu n'admires plus, et un jour tu n'aimes plus. Donc en fait tu as commencé à haïr ton mari quand tu as commencé à parler mal de lui. Enfants, et c'est pareil pour ton travail, et c'est pareil pour ta vie, et c'est pareil pour ta communauté, et même c'est même pareil pour Dieu. Je vois les gens, ils parlent mal. Oui, il était Dieu quand j'ai eu besoin, et puis en fin de compte, c'est pas ça, et la Shoah, et la souffrance, et les bébés qui meurent, et les attentats, et les... Attention, attention. Parce qu'il y a aussi le bonheur, il y a aussi tous les attentats qui sont déjoués, il y a tous les jours de paix qui ne sont pas des jours de guerre, il y a tous les miracles qui arrivent autour de nous, il y a toute la santé que tu as, il y a toute la parnassa que... Tout ça, tu l'as oublié, ça. Comme les enfants, ouais, tu leur donnes du bien pendant 19 ans, un soir tu leur dis mon fils tu sors pas, il est tard, il te dit tu m'as jamais aimé. T'as pas envie de le jeter par la fenêtre. Rien qu'une fois, comme ça, rien que pour le kiff. Si je t'ai jamais aimé, moi, tiens, va trouver quelqu'un qui t'aime au 19e étage, vas-y, va. C'est dur, on va pas le faire, attention, je dis pas, une halakha, Rav Chétri t'a dit que les enfants, on les jette par la fenêtre. Parce que je dis, mais voilà, vous m'avez dit, vous l'avez dit en public en plus, c'est filmé. C'était déjà filmé là-haut, maintenant c'est filmé en bas, ouais. Alors je vous donne l'idée. L'idée c'est ça, c'est de comprendre que c'est toi qui fabriques le kavod que tu donnes à l'autre, ou c'est toi qui fabriques le manque de kavod. Mais c'est pas que le kavod, toi aussi tu peux dire le magasin il est mal placé, le magasin il est mal placé, le magasin il est mal placé, il n'y a pas un mec qui rentre. Qui c'est qui l'a noirci? Toi. Tu l'as pourri. Ouais, tu peux dire je suis gros, t'es gros. Tu peux dire je suis moche, j'ai pas de joues, j'ai pas de cerises, j'ai pas de lèvres, j'ai pas de crédadège, j'ai pas de... Et l'autre, elle n'est pas beaucoup plus belle que toi, mais elle se sent belle. Elle se sent belle. Ouais, c'est tout. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire, toi? Toi, tu dois développer cette force d'être mechabed et tatzmecha. Tu dois le faire. Pour ça, j'ai dit toujours, un lion. Est-ce qu'un lion, il y a une étiquette dessus où c'est marqué lion? Est-ce qu'il y a une étiquette avec marqué dangereux? Non, pourquoi? Parce qu'un lion, il fait 2,50 m de longueur. Il fait 1,20 m de haut. Il pèse 250 kg. À chaque bouchée, il arrache 10 kg de viande. Ça veut dire que tu peux laisser tomber le Watchwatcher, ouais. C'est un lion. Ça va? Maintenant, si tu prends un cafard et tu mets une étiquette lion, même si le cafard, il se met sur les pattes arrière, il fait comme ça, et c'est un cafard. Je dis, mais peut-être qu'il a la conviction qu'il est un lion, mais c'est un cafard. Vous me suivez ou non? C'est exactement pareil. Pour ça, on dit, c'est quoi l'orgueil? La ga'ava, c'est la dignité des nuls. C'est ça la ga'ava. C'est la dignité des nuls. Parce que les gens qui sont bons, ils n'ont pas besoin de frimer. T'es bon. T'es un bon vendeur. Tu sais que t'es un bon vendeur. T'as pas besoin de dire, tu sais combien j'ai fait? T'es un bon vendeur. T'es un bon vendeur. Ah, vous êtes tous les deux dans le même code sanitaire. L'autre, il fait 18 000 shekels. Et toi, Bekouchi, t'arrives à faire 600. Je dis, comment il fait le mec? C'est un bon vendeur. C'est pas grave. Il est bon vendeur. Il va chez un bon vendeur. Il est bon vendeur. Il dit rien. Il passe son chèque, il s'en va. Il dit, tu sais combien j'ai fait? Tu sais combien j'ai fait?
Moi, j'ai un fils à moi, il a voulu s'amuser un jour pendant le mois de vacances, il a fait du call center. Dès qu'il m'a dit, papa, dès que je me suis assis, le mec en face, il m'a dit, tu sais que ça fait 6 ans que je suis là, et tu sais comment, c'est que je mets hors cotage, et mes trucs, mais je... Maintenant, sur les murs, il marquait, tu vois. Maintenant, premier jour, mon fils, comme ça, hein, il a fait 8 ventes. L'autre, il fait 8 ventes par mois, lui, il a fait 8 ventes le premier jour. J'ai dit à mon fils, arrête, il va suffire. Pourquoi tu te gargarises? T'es bon, t'es bon. T'es mauvais, t'es mauvais. C'est pas grave. Maintenant, t'es mauvais, tu dis que t'es bon. Genre, ça te donne des forces. Comme le médecin qui va dire, vous savez qui je suis, vous savez qui je suis. Pourquoi t'as peur? Quand tu tiens le scalpel, tu es obligé de prendre une ligne avant de démarrer. Tu es bon, tu prends ton scalpel, tu fais l'opération. Ah, t'es mauvais, laisse tomber le scalpel, ou alors utilise-le pour une autre solution. Ouais. Parce que tu n'as pas fait ce travail. C'est pareil ici. Le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. D'accord? Maintenant, quand toi, tu es en situation où les gens, ils veulent que tu existes, c'est parce que tu leur as tellement montré que tu les aimais, que les gens ils disent, mais on en veut encore. Donc, ils vont t'encourager à leur donner l'amour dont ils ont besoin. Donc, le kavod, il va entraîner, la hava, elle va entraîner l'amour, 3 fois 2. Oui? Et l'amour va entraîner le kavod, 2 fois 3. Et c'est le même résultat. C'est ça la logique. Ouais. De la même manière, la ira, la crainte, elle vient de quoi? Elle vient de l'autorité. Quand le père il donne l'autorité, l'enfant il développe la ira. Il n'y a pas écrit la panique, il n'y a pas écrit le stress, il n'y a pas écrit la terreur, il n'y a pas écrit les coups, il n'y a pas écrit la batte de baseball, ou la martinet, ou la règle en bois, ou les outils de torture. Ouais. Il y a écrit Mélam de Torah. Mélam de Torah. Et je te dis, la Torah, c'est quoi? Vérité, perpétuité, stabilité. C'est la même Torah. On n'a pas bougé. Ça fait 3500 ans. En Hadash. On dit En a Emet Hadash, V'en a Hadash Emet. Les gens, ils veulent toujours des nouveautés. Une nouvelle approche, une nouvelle école, une nouvelle compréhension, une nouvelle dimension, une nouvelle lecture de la Torah. En a Emet Hadash. V'en a Hadash Emet. Moi, les gens, ils sont choqués. Ils m'invitent dans des colloques et tout ça. Et je leur dis, alors voilà, vous avez ici le Rabbi Lobechaye. Quelle époque Harvard, Yael Non, Rabbi Lobechaye, 16e siècle. Ah, mais c'est vieux. Je dis, attendez, je vais vous le lire. Ah, mais enfin, ce sont les mêmes conclusions que le Science et Vie spécial sur le cerveau. Je dis, Baruch Haba. Voilà, tu vois, le Rabbi Lobechaye, il a juste 5 siècles d'avance. Toujours, je dis, les goïms, ils sont bons, mais ils sont lents. Ils sont bons. Ça s'appelle le CNRS, hein. C'est le Centre naturel des relous sympathiques. D'accord? Mais ils sont bons, mais ils sont lents. C'est vrai. Les gens me disent, mais, excusez-moi, monsieur Lambert, mais juste une précision. Le principe là, que vous venez de développer, ça vient d'où? Parce que là, je suis chercheur de CNRS, et je suis spécialisé dans l'énergie atomique et les retombées de la perception de la lumière dans un univers éthéré. Et ce que vous dites, c'est quoi? Je dis, c'est un sefer qui s'appelle Chokhmah Kabbalah, pas du tout la Kabbalah, qui ramène à Reya Me'inda du Zohar, et qui explique qu'en fin de compte, l'air et la lumière sont de la même nature. C'est la propagation de la lumière dans l'univers, qui passe par un espèce de rebondissement sur les photons, d'accord, qui crée la réalité de la lumière, ou alors, une autre école, c'est une vibration qui fait apparaître la lumière dans l'atmosphère, par le fait même que ces vibrations, elles provoquent cette émergence d'énergie déstabilisée qu'on appelle la lumière. Je dis, oui, c'est le Zohar. C'est marqué que le mot or, il s'écrit Aleph Vav Resh, et le mot avir, il s'écrit Aleph Vav Yud Resh. Et le Zohar, il dit Kadnafik Yud mi avir, il galia or. Lorsque tu enlèves le Yud de avir, et se dévoile la lumière. Là, c'est plus de 2000 ans. Là. Le gars, il dit, mince, j'ai perdu du temps à la fac alors. À la fac. Il y a beaucoup de juifs comme ça. Ils font 15 ans d'études pour revenir à ce qu'ils auraient dû apprendre. Même à la yeshiva, c'est comme ça. Une fois, Rabbi Aaron Monsonego, Diana, ouais. Il a été étudié la Torah avec Sleva. Il est parti là-bas à 14-15 ans. Il était tellement chacham, Rabbi Rav Chaïkin, il l'a pris avec lui, il a dit, je te laisse pas partir, finis le chasse. Ils ont fait tout le Talmud ensemble. C'est pas mal, ouais. Et ils ont étudié, et lui il a bien étudié. Quand il est, un jour, Rabbi dit à son père qui était grand rabbin du Maroc, il a dit, bon, reviens au Maroc. Il est revenu au Maroc.
Il a dit à nous, dis-moi un Dvar Torah que tu as étudié là-bas chez les Ashkenazim. Et là, il a commencé à lui faire toute une raboura, tout un cheshbon et tout un calcul avec la couchée de Rav Chaim et la fin, trac. Ça, c'est la couchée de Rav Chaim. Pendant 1h15 de développement. Rabbi Didia, il était tranquille. Il a dit d'accord. Alors il a donné la réponse. Il a dit, mais papa, c'est... Il a donné la réponse comme si... En France, on appelle ça un Cyril. Ça veut dire c'est un petit bout de Wahnouna. D'accord. Alors il a dit, tiens, voilà. Alors, il a dit, mais... Il a donné la réponse de Rav Chaim comme s'il lisait le journal, le Parisien. Alors Rabbi Didia, il a dit, quoi, c'est pour ça que tu es resté 7 ans en France? C'est que la page toute de Rabbi Didia, c'est le Rav Chaim. Je ne sais pas si vous... Ça veut dire qu'une gadloute dans la Torah, c'est pas... Mais ça, c'est dans la Torah. Alors imagine, l'autre, il a fait 17 ans de faculté, alors qu'il aurait fait 1 an d'Yeshiva, dans un bon endroit. Il est arrivé, ça. C'est évident. Pourquoi? C'est exactement la même chose. Tu vois, j'ai fait une conférence sur la médecine. Alors après, ils ont fait parler un médecin. Ils ont dit au médecin, bon alors qu'est-ce que vous dites après le rabbin, étude comparée. Il a dit, j'ai 2 questions. Il a dit, au niveau médical, j'ai rien à ajouter. Et une deuxième question, c'est combien d'années de médecine avez-vous fait? Je dis, moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Je ne peux pas... au Hachem, le bac, juste le bac comme ça, vite fait comme ça, tac. Et après, bon, 8 ou 9 doctorats à la Yeshiva, mais on n'a pas fait d'études. Et d'un autre côté, tu dis, mais pourquoi vous dites la chance de ne pas avoir fait d'études? Oui, parce que dans les études, tu apprends des choses vraies, des choses fausses. Donc il faut que tu fasses que le tri du vrai à l'intérieur du faux. Parce que qu'est-ce qu'ils font toutes les générations, ils disent ça, ce qu'avant c'était faux, maintenant on a trouvé, ça avant c'était faux. Donc un mec spécialiste, c'est un mec qui connaît plus de faux que de vrai. Une fois quelqu'un m'a dit, mais vous êtes très fort en psychologie, vous avez étudié la psychologie, je shalom. Il m'a dit, mais c'est pas possible, vous avez une précision de diagnostic, vous avez une perception, une clairvoyance pour établir des protocoles de thérapie, mais c'est un doctorat. Je dis, mais nous, on n'a pas lu tout Freud, que genre, t'es obligé de coucher avec ta mère pour apprendre à aimer ta sœur. On n'a pas besoin de... Et les dérives sexuelles, et les rêves, et les mal-être, et le Oedipe, et on n'a pas besoin, nous, Baruch Hashem, on est des gens normaux, ouais. Donc, c'est-à-dire que quand tu as le vrai, maintenant, tu vas te casser la tête pour comprendre le vrai, mais tu n'es pas obligé d'apprendre le faux pour comprendre quelle est la valeur du vrai. Parce que des fois, tu peux t'arrêter en chemin et trouver que le faux, il n'est pas si inintéressant que ça. C'est ça l'idée. On dit ici, c'est pareil ici. Que quand quelqu'un réfléchit, maintenant la crainte, c'est quoi? C'est la résonance de l'autorité. Or, on a dit que 2 fois 3, 3 fois 2. Donc quand tu donnes de la crainte à quelqu'un, quand tu donnes de l'autorité à quelqu'un, il va te donner de la crainte. Mais de la crainte positive. D'accord? Et quand tu donnes de l'autorité, il va te donner la crainte. Et quand tu donnes de la crainte, oui, il va te renforcer ton autorité. Donc tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de frapper. Tu as besoin de montrer que tu as la crainte d'Hachem. Si tu montres que la crainte d'Hachem, les gens, ils vont accepter ton autorité. L'autorité, c'est quoi? C'est d'être une autorité. Vous suivez ou non? D'être une autorité, ça veut dire que tu ne parles pas d'une chose que tu ne connais pas. Ouais. Que toi, que tu tiens tes références. Que toi, tu sais de où est-ce que tu vas. Tu sais de quoi tu parles. Sinon, tais-toi. Une fois, j'étais dans une synagogue. C'est un gros rabbin. Parce qu'il y a beaucoup de... Pas un grand rabbin de France, mais... Et le gars, il a fait un Dvar Torah pour un mariage. Et moi, j'étais en train d'écouter. À la fin, j'étais devant, je lui dis, mais vous n'êtes pas fatigué de raconter des lourdeurs? Il m'a dit, quoi? Genre, comment tu lui as manqué de respect? Le grand rabbin. Je dis, mais monsieur, j'ai arrêté de compter à 10. Dans les 10, il y a 8 qui sont fausses et 2 qui sont écrits le contraire. Je dis, depuis combien de temps vous parlez devant des ignorants? Il me dit, non, il a commencé à... Vous savez que je dis, on est entre collègues, non? Ou la concurrent, comme vous voulez. Ouais. Je dis, vous avez à peu près 6 fois mon salaire, alors que vous avez étudié à peu près 10 fois moins. J'aurais fait 2 ans de séminaire, d'abord au séminaire de Sherwood, là, on forme les Robins des Bois, d'accord? Depuis ce jour-là, il a pas ouvert une Guémara, ça fait 38 ans, et maintenant il croit qu'il... Oh, c'est pas possible. Même les médecins, ils font de la formation continue. Toi, tu fais de la déformation continue. Ouais. Avec toutes les enveloppes que tu as reçues, ça doit déformer quelque part, ouais. Donc c'est le contraire. C'est que quelqu'un qui ne va pas tout faire pour devenir Talmid Chacham, je te promets qu'il va devenir Amaharetz. Mais Amaharetz, Minatora. C'est pareil ici. Il dit quelqu'un, il comprend ça. Si tu n'es pas une autorité, comment on me pose des chélotes d'Alaha?
Moi, ne venez pas demander des halachot de Nida. Ouais, voilà, le Rav, il est là. Moi, j'ai pas cette formation. J'ai un téléphone, j'ai 8 ou 9 téléphones. Je sais que pour la cache-route, j'appelle celui-là. Pour les dîners mamonotes, j'appelle celui-là. C'est une spécialité. Maintenant, celui-là qui fait les dîners mamonotes, il va m'envoyer chez moi pour les dépressifs et pour les shalom bayit. Lui, il va pas gérer ça. Ouais. C'est pas grave, c'est bien que chacun il connaît quel est son domaine. Mais c'est quoi l'idée? C'est que ça s'appelle une autorité. Maintenant, toi, en tant que père, en tant que mère, tu développes une autorité. C'est ça une autorité. Une autorité, c'est pas de faire la tête et de crier. Non, c'est pas de l'autorité, c'est au contraire. Quand l'enfant il voit que tu cries, il sait que tu paniques. Mais tu cries pas. Tu lui dis c'est 9 heures au lit. Tu n'as pas fait tes devoirs, tu n'as pas travaillé cette année, il n'y a pas de vacances. Allez papa, sois cool. Allez papa, sois cool. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas. Il y a académia, 8 heures par jour. Tu vas refaire l'année en 2 mois. Attends, mais tout le monde va aller à Natania. Oui, et oui. Et toi, tu vas mourir dans ta chambre. Et peut-être que l'année prochaine, tu vas comprendre qu'il faut travailler. C'est bien pour toi. Mais papa, ils m'ont volé mon blouson. Un Redskin à 800 €. Oui, alors je vais t'envoyer travailler chez le cousin. Tu vas décharger les camions toute la journée pour 400 € par mois. Et dans 2 mois, tu te rachètes ton Redskin. Attends, papa, je vais pas aller tout nu, il me faut un Redskin. Je dis, non, va chez Redskin, prends un sac en plastique, c'est marqué Redskin. Tu fais un trou de chaque côté, tu le mets comme ça, voilà, t'es en Redskin. Mais je t'ai donné 800 € la première fois, je vais pas trop donner 800 € parce que monsieur, il est négligent, il l'a posé dans le métro, il est parti, il l'a laissé. Tu vas crever, et crois-moi que le Redskin, tu vas le kiffer là, tu vas pas l'oublier dans le métro. 2 mois pour l'avoir sur ton dos, ça s'appelle la valeur des choses. Tu lui as rendu service. Donc le jour où il a perdu son Redskin, c'est un chesed d'Hachem. Parce qu'il a compris la valeur du travail. Alors qu'avant, il dit, 800 €, papa, tu vas pas me saouler, donne-moi 800 €, tu sais. Donne-moi 700, je vais le négocier. Ouais. Non. Moi, tu vois, depuis l'âge de 16 ans, j'ai plus demandé d'argent à mon père. Quand tu vois ton père toute la journée sur une machine à coudre, t'as l'archouma de lui dire, papa, donne-moi. Alors pendant les vacances, tu travailles, tu fais un peu d'argent, et c'est ça ton argent de poche, et c'est tout. Et là, le contraire, vas-y, papa, bon, papa, j'ai cassé la voiture. Je t'en prie, mon fils, ça n'est pas grave, tiens, je vais faire un peu de CO2, prends une autre, ouais. Moi, je comprends que chacun il a besoin de faire son trou, ouais. Mais quand tu veux prendre une perceuse, fais attention à quel forex tu vas utiliser. C'est logique. Ils disent, c'est la parnassa, c'est la parnassa. On dit, les chassidim, ils disent que les enfants, ils font des avérotes parce qu'on leur donne à manger de l'argent qui n'est pas cachère. Donc à quoi ça te sert de gagner 22 000 € par mois si l'enfant, il est en train de fumer du joint et il trouve une Allemande à Tel Aviv? Tu dis, je l'emmène en Israël de peur que Hazvi Shalom il s'assimile, il a trouvé une Allemande. Une Allemande, elle te présente les beaux-parents, bonjour, hi. Là, tu te dis, mince, c'est pas possible, Tel Aviv. Comment dire en anglais? Khlet. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'assimilation elle est déjà dans la tête avant d'être dans la vie. Donc ce qui est marqué ici, que la Torah elle a demandé le respect et la crainte. On a dit qu'elle a mis en priorité le respect de la mère et en priorité la crainte du père. La crainte de la mère et le respect du père. Alors on a expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, ici la Torah, elle t'a déjà donné un truc incroyable, elle t'a déjà donné quelle est, dans le comportement du père et de la mère, quelle est la priorité. Que l'enfant va recevoir la tendresse de la mère et que l'enfant va recevoir l'autorité du père. Attention, ce qui n'exclut pas pourquoi. Parce que c'est marqué que l'enfant respecte plus. Mechabed etimo yoter. Maintenant, il n'y a pas écrit que l'enfant respecte la mère et il n'y a pas écrit que l'enfant craint le père. Il y a écrit l'enfant respecte plus. Donc ça veut dire que l'enfant respecte plus la mère que le père, mais il respecte aussi le père. Et l'enfant craint plus le père que la mère, mais il craint aussi la mère. Donc c'est quoi? C'est une proportionnelle. Or dans la proportionnelle, c'est quoi? C'est un jeu d'impact, puisqu'on a dit 3 x 2, 2 x 3. Donc maintenant, puisque l'enfant respecte plus la mère que le père, pourquoi? Parce que la mère le séduit par des paroles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah nous a expliqué quel doit être le comportement de la mère. C'est important que la maman soit une maman. Je sais que c'est pas évident, des fois elle est prof de chimie, ou là elle est responsable du groupe de Krav Maga chez les Golani,
il faut qu'elle soit une maman. C'est important qu'une maman soit une maman, et c'est important qu'un papa soit un papa. D'accord? Même dans la Torah, c'est marqué dans la malédiction de Chava, que Ve'u imsholba, que l'homme, il maîtrisera, il dominera la femme. C'est marqué. D'accord? Alors c'est quoi dominer? Il y a deux lectures. Il y en a qui vont dire coucher au pas, au pied. Lève-toi. Oui? Ça, c'est Shifra de Warzaza. D'accord? Ou alors, non, ils disent des commentaires, c'est quoi Ve'uim Sholba? Que l'homme, il doit rassurer la femme. Et pour rassurer, il faut assurer. Maintenant, quand tu assures de manière régulière, on appelle ça rassurer. Tu réassures. Tu reassures. Tu rassures. Ouais. Donc ici, c'est pareil ici. Que l'enfant, il a besoin de l'amour de la mère. Parce que la Torah, elle t'a dit que l'enfant respecte plus la mère parce que la mère lui donne de la tendresse. Donc tu vois que l'enfant, il a besoin de la tendresse de la mère. Mais c'est marqué que l'enfant, il craint plus le père parce que le père lui donne l'étude de la Torah. Donc tu vois que l'enfant, il a besoin de l'autorité. Alors, vous savez qu'à l'intérieur d'une personne, il y a deux pôles. Il y a un pôle qui s'appelle l'intellect et un pôle qui s'appelle l'émotionnel, qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais. Comme dans Am Israël, il y a Abraham, Israël et Jacob. Abraham, c'est qui? C'est Hesed. Israël, c'est qui? C'est quoi? C'est Gvora, c'est la rigueur. Et Jacob, c'est quoi? Emet. C'est Tiferet. C'est quoi? C'est l'harmonie. Maintenant, pourquoi est-ce que Jacob, il est le fils de Yitzhak et le petit-fils d'Abraham? Parce que pour réussir à avoir l'harmonie, il faut avoir reçu 50% de... Il faut avoir 50% de rigueur et 50% de chesed. Maintenant, pour arriver à un résultat de 50% de chesed chez Jacob, ouais, il faut majorité de chesed de Abraham. Et pour avoir 50% d'impact de rigueur chez Jacob, il faut une majorité de rigueur de Yitzhak. Maintenant, la Gvura, c'est quoi? C'est l'intellect. D'accord? Et la tendresse, c'est quoi? C'est l'émotionnel. Le chesed, c'est l'émotionnel. Donc en fait, Abraham, il va former le cœur du Ham Israël, et Yitzhak, il va former l'intellect du Ham Israël. Mais Yaakov, il va être l'équilibre entre le cerveau et le cœur. Oui, c'est ça l'harmonie. Maintenant, je vous dis la vérité, c'est très facile d'être extrême dans l'intellect. Il suffit d'éteindre son cœur. Et c'est très facile d'être extrême dans l'émotionnel. Il suffit d'éteindre son cerveau. Donc tu vas avoir des artistes hypersensibles, à fleur de peau, les nerfs à vif, ouais, en pleine créativité permanente, et des ingénieurs pragmatiques, dogmatiques, gestionnaires, organisateurs, perception de la réalité scientifique établie selon les critères. Donc tu peux être un extrême dans Midat Hadin ou un extrême dans Midat Rahamim, et c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu prends Midat Hadin, tu prends rigueur, regarde, rigueur, gestion de la différence industrielle, séparation des personnes, séparation, camp de concentration, camp d'extermination. Donc l'extrême de Yitzhak, à Mavdil, c'est les nazis. Et l'extrême de Abraham c'est Chesed, bonté, gentillesse, douceur, tolérance, acceptation, liberté, libertinage, homosexualité. Vous savez d'où on est parti? Maintenant, la gauche, elle va représenter le Chesed, elle va arriver à la Touba maximum. La droite, qui représente la rigueur, elle va arriver au nazi. Ça va? Donc la seule manière d'éviter ce qu'on appelle les défauts de ses qualités, comme quelqu'un qui est gentil, c'est une qualité, mais il a un défaut, c'est qu'on abuse de sa gentillesse, il a un petit côté poire. Ouais. Celui-là, il a une qualité, c'est qu'il est très intelligent, mais il a un défaut, c'est qu'il est tellement rigoureux qu'il oublie d'avoir de la rahmanout. Donc comment tu vas éviter les défauts qui sont induits par tes qualités? Alors il faut un système compensatoire. Le chesed, il va compenser les défauts de la rigueur intellectuelle, et la rigueur intellectuelle, elle va gérer les défauts de l'émotionnel. Ça va. Ce qu'on appelle des gens normaux. C'est pour ça que je donne toujours le même exemple pour expliquer ça. Je sais que vous l'avez déjà entendu, mais moi aussi j'assiste à toutes mes conférences. Et bizarrement, je comprends de mieux en mieux. C'est extraordinaire. Et il y avait un rave
qui a bien étudié la Torah, et son père, c'était le Dayan de la ville. Un jour, il a dit, moi aussi, je veux savoir si j'ai atteint le niveau de mon père. Qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois que quelqu'un venait poser une shéla à son père, il disait aux gens, d'abord vous me posez la question à moi, et après vous la posez à mon père. Et moi, je vais réfléchir pendant que mon père réfléchit, et je vais voir si j'ai les mêmes réponses que mon père. Comme ça, je sais que j'ai atteint le niveau de mon père. Et bien, au Hachem, les 3/4 des fois, il avait les mêmes réponses que son père. Donc, il a compris qu'il était au niveau de son père. Et un matin, il y en a un qui est arrivé, il a dit, voilà, j'ai une shéla pour ton père. Il dit, c'est quoi la shéla? Il a dit, il y a un Sefer Torah qui a brûlé dans la synagogue. Ah, quel malheur, quel malheur. Il a dit, va poser la question à mon père. Et lui, il a commencé à réfléchir. Est-ce que le Sefer Torah était caché? Est-ce qu'il n'était pas caché? Est-ce que c'était chez Shabbat? Est-ce que c'était la semaine? Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce qu'il y avait personne? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était involontaire? Et le gars qui était parti poser la question à son père, il revient encore plus pâle que quand il était rentré. Choqué. Alors il dit, bon, alors qu'est-ce qu'il a répondu mon père? Il a dit, ton père, il n'a pas répondu. Il a dit, comment il n'a pas répondu? Mon père, c'est un gaon, c'est sûr qu'il a répondu. Moi, je me casse la tête, mais lui, il est chacham, il va répondre comme ça. Il a dit, mon père, c'est impossible qu'il n'a pas répondu. Il a dit, non, ton père, il s'est évanoui. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que des fois, la raison, c'est de s'évanouir. C'est comme quand tu vas dans une maison de deuil. Le mec, il vient de perdre son père. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui expliquer. Tu sais, ça n'est jamais, t'en fais pas, il est bien là où il est. Le mec, il a perdu maintenant. Une fois, des fois, le bon Dieu, il t'envoie des choses, tu as envie de te jeter par la fenêtre. Un monsieur que je connaissais, 42 ans, un petit footing, arrêt cardiaque, il tombe, il meurt. C'est le jour même. Maintenant, ils l'ont ramené à la maison. Il est là, ils sont en train de le veiller. Il y a la femme et les 3 filles. Maintenant, il me téléphone, il me dit, je suis en prie, viens parler aux filles. Je dis, comment je vais expliquer à des filles que leur père de 42 ans, que le matin, ils ont pris le petit déjeuner, il est mort? Et je dis, Hachem, moi, je préfère me taire, parce que je vais parler. Chaque mot, je vais parler, je vais croire que je suis en train de régler un problème. C'est oui ou non? C'est que des fois, la meilleure des paroles, c'est de se taire. Mais c'est une chokhma. Ça s'appelle chokhmat chaim. Ouais. Des fois, il faut parler, des fois, il faut se taire. Des fois, il faut être sensible, des fois, il ne faut pas être sensible. Des fois, il faut prendre la personne dans les bras. Des fois, il ne faut pas la prendre dans les bras. Parce que quand tu la prends dans les bras, elle croit que tu veux l'acheter avec ta tendresse. Alors qu'en fait, elle est en colère maintenant. Elle n'est pas dans le temps de la tendresse. Elle est dans le temps de la colère. Parce que c'est dur de perdre un enfant de 6 ans d'un cancer. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu vas le réchauffer le cœur. Il a envie de mourir. Donc tu dois le laisser dans sa colère. Mais tu lui montres que tu es là, tu es solidaire. Tu es assis, tu attends. Et tu dis, bon, après, plus tard, il te dira, tu sais, ta présence m'a fait du bien. Mais alors que tu pourrais faire, non, je vais lui parler, je vais lui expliquer, tu sais, les Gilgoulim, les tzadikim, arrête de le saouler, maintenant il est mal. Vous avez compris l'idée ou non? Si El Meratsim Eshat Kaaso, alors El Meratsim Eshat, c'est normal. Mais ça, Rabotai, c'est Yaakov Avinu. C'est pour ça que j'ai dit que c'est bien que le Chacham, il soit Chacham, mais en plus il soit normal. C'est-à-dire qu'il soit équilibré, c'est important. Ouais. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a dit que l'enfant, il va recevoir... Alors oui, puisqu'à l'intérieur de la personne, il y a un pôle qui s'appelle le pôle intellectuel et un pôle qui s'appelle le pôle émotionnel. Et le pôle intellectuel, en fin de compte, il va falloir le développer. Et ça s'appelle la structure. Et d'un autre côté, il y a la tendresse. Et ça s'appelle le fluide. Maintenant, on a dit que la mère, elle qu'est-ce qu'elle fait? Elle entraîne chez l'enfant qu'il est plus mechabed, par le fait qu'elle donne la tendresse. Pourquoi? On a dit que la tendresse, elle vient de l'amour. Donc, quelqu'un qui me donne de l'amour, je lui renvoie de la tendresse. Or, c'est quoi l'amour? C'est le fait de donner à l'autre. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai besoin, quand je plante un arbre, j'ai besoin de 2 choses. J'ai besoin de créer de l'espace pour qu'il puisse s'épanouir, et j'ai besoin d'un tuteur pour qu'il pousse droit. Maintenant, la rigueur du père, c'est le tuteur. Mais l'espace pour que l'enfant s'épanouisse, c'est la tendresse de la mère. Maintenant, si je prends un arbre, je le plante par terre, et je mets dessus un tuyau, une gouttière, qui fait 10 cm de diamètre, et je l'arrose tous les jours, je reviens dans 10 ans, il a poussé, disons là, je ne sais pas comment il est fait, c'est des microfibres qui laissent passer la lumière. Maintenant, l'arbre, il va pousser, mais dans un tuyau. Après, qu'est-ce que je fais? Je coupe le tuyau, je l'ouvre. J'ai un tuyau, j'ai un arbre qui fait 10 mètres de haut, mais qui fait 10 cm de diamètre. Pourquoi? Il est étouffé. Parce qu'il n'a jamais eu d'espace. En botanique, ça s'appelle un séquoia. Un séquoia. Il y a des gens comme ça, tu les sens qui sont des séquoias. C'est des séquoias. Ils sont séquoias comme ça, serrés, le feuillage serré. C'est des gens qui ont été tellement écrasés, d'accord? Parce que à la maison,
n'as pas le droit à la parole, tu te tais, tu n'as rien à dire, de toute façon, tu es un gamin, de toute façon, tu es lourd, de toute façon, tu fais tes devoirs, on ne parle pas maintenant, à table, on se tait, tu vas t'étouffer, maintenant, c'est l'heure d'aller dormir. Le gars, il a grandi dans un tuyau. Donc celui-là, son moi n'a pas eu d'espace d'épanouissement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la tendresse. Imagine, le gars, il avait 2 pères. Non, je ne parle pas de la tendance française. Non, je parle que la personne, elle a un père, et une mère, père. Genre le père, genre colonel de l'armée, et la mère, prof de mathématiques. On l'appelait la craie, tellement elle était sèche. D'accord? Donc c'est quoi? C'est rigueur, gestion, organisation, horaire. Tu mets ton cache-nez, tu vas attraper froid, mais il fait très chaud, il y a des microclimats qui vont toucher ta gorge. D'accord? Donc tu te lèves, tu fais une tilatadéim, tu t'habilles, tu fais tes brachot, tu vas à l'école, tu traverses, attention, à droite, à gauche, tu fais attention, après tu t'assois, tu apprends, tu restitues, tu rentres, tu prends ta douche, tu fais tes devoirs, tu prends ton repas, tu t'allonges, tu dors. Et là, tu fais pipi au lit. Tu te fais un kiff, tu dis là, je me lâche là. Après tu comprends pas, il a 19 ans, il fait encore pipi au lit. C'est le seul moment où il peut retrouver la tendresse qu'il n'a pas eue, le gars. Il a besoin d'un peu de chaleur, il se le fait lui-même parce que tu ne lui donnes pas. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a 2 pères. Mais comme il a 2 pères, donc il a la structure, il n'a pas de problème, il est hyper structuré. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir un technicien. Exécutant toujours, à droite, à gauche, à droite. Ou il est dans l'armée, ou il est technicien, il est applicateur, ouais, ou alors il est programmateur. Tu dis, mais prends une initiative, dis-nous ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens? Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Qui c'est un moi? Il n'y a pas de moi. Le moi, il est parti loin, c'est plus de la psychologie, là, c'est de la spéléologie. Il faut aller... Quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu en penses? Il dit, tu parles de qui, là? Il faut qu'il va faire un travail d'être moi-même et d'apprendre à me respecter moi et mon point de vue et mes idées et mes choix. Si tu vois des gens qui n'ont aucune initiative, aucune créativité, aucun choix, c'est normal. Parce que le choix, on l'a toujours pris pour eux. Donc ils sont des... L'autre, il a eu 2 mères. Il a eu une mère, mon chéri, mon fils, mon cœur, ma vie, ma douceur, mon diamant, et un père-mère. Ouais, fais attention à toi, j'ai peur pour toi, je prie pour toi, la inara, la truc, ah mon amour, viens mon fils, mais moi... Donc il a deux mères. Ouais. Donc la mère, qu'est-ce qu'elle génère? On a dit la tendresse, elle génère la créativité. Donc il va avoir une créativité extraordinaire. Mais comme il n'a pas eu de père, il n'y a pas de structure. Tous les artistes ont des managers. Et tous les artistes se font avoir par les managers. Et tous les artistes, ils ne savent pas lire les contrats. Ils savent créer, mais ils ne savent pas gérer. Comme dans le business, il y a des gens, c'est des créateurs. Ils se font toujours avoir parce qu'ils font des erreurs de gestion. Il y a des gens, c'est des comptables. Ouais, mais ils ne savent pas créer. Ils n'ont pas d'idée. Ils disent, bon, donne-moi un truc à faire, mais ils ne savent pas. Donc celui-là, il a fait comptable, celui-là, il a fait... C'est pour ça que le gars qui a de la créativité, il va s'associer avec un gars qui a de la gestion. Celui-là, il est très bon en commercial, et celui-là, il est très bon en gestion. Maintenant, celui-là, il n'est pas gestionnaire, alors il perd à l'achat, il perd à la vente, il gère mal les stocks, et à chaque fois, je ne comprends pas, 4 dépôts de bilan, on fait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'y a pas un euro qui reste. La gestion, baba, la gestion. Ah mais moi je suis un vendeur, moi je suis pas là à me prendre la tête, 8%, 6,5%, étalement, truc la dette, achète le truc, la marchandise, développe le truc, augmente les vendeurs, change le matériel. Je connais moi ces trucs-là. Moi je vends. Eh ben, il a tellement fait du vent que maintenant il n'y a plus que du... En business, on les appelle les chefs de gare, ceux-là. C'est-à-dire, ils voient arriver l'argent, ils le voient partir. Mais eux, ils prennent jamais le train. Mais ils sont toujours dans des projets... 7 millions d'euros, 6 millions d'euros, 444 appartements, 2700 mètres carrés, le truc. Toujours des trucs incroyables, mais ils font rien. J'ai dit, il faut le cash. Le grand-père là-bas, tu te rappelles à Meknes, il disait pas à Marrakech, ça va là. Bartollah, ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? On a quelques vignes, on a une petite palmeraie, et on a 2 ou 3 appartements à Marrakech, et un champ de blé. Après, quand ils sont partis au Canada, 24 valises de lingots d'or. Discret, mais... Après, il est venu à Montréal, il a dit, bon, il y a une rue qui marche bien, cette rue. Tu veux un magasin, papy? Non, la rue. C'est cher. Attrape. Il y a l'argent. Enfin, papy, je me rends compte que ça représente un tout d'un... Il y a l'argent. Il ne parle pas, lui, il agit. Toi, tu parles beaucoup, mais... Agis, cololo. Ouais. 0.
Avec de l'air, c'est pour ça que tu es dans la clim, avec des courants d'air, d'accord? Lui, il dit rien, lui. Ils achètent les immeubles, achètent les terrains. Je dois retourner. Et là, j'ai rencontré un gars comme ça. Je dis, je suis tunisien, j'ai passé mon diplôme de Supélec, à l'époque, en 1944. Je dis, ah bon, et ça va, vous êtes? Il me dit, je dois retourner en Tunisie pour ramener un petit peu mes biens. Ah bon? Je dis, qu'est-ce que vous faisiez en Tunisie? Il m'a dit, les autoroutes. Je sais pas si tu as compris. Le mec, il a fait le réseau routier de Tunisie. Toi, tu dis, grâce à Dieu, dans mon jardin, j'ai fait une petite allée. Ah, j'ai 4700 €, mais c'est du solide, attention. Là, il y a une couche de sable, une couche de béton, une couche de carreau, mais quelque chose de blénara. Lui, il a fait 650 km d'autoroute, tu vois, le gars privé, titre privé, tu vois. Maintenant, l'État, tous les ans, il lui paye des... Et lui, il faut que je ramène un peu d'argent, parce que bon, c'est quand même à moi. Je suis content que c'est les musulmans, ils sont partis, comme ça, je vais pouvoir récupérer. J'étais bien avec Ben Ali, on va voir comment on peut faire. C'est des fortunes. Tu crois que le gars, il parle? Tu crois qu'il frime? Discret. Et la preuve, c'est que son fils, il est Dayan à Yerushalayim. Tu vois la discrétion? Regarde ce qu'elle amène. Et l'autre, le wawa, le syndrome du coco. Un petit contrôle fiscal, 7 millions d'euros, le mec, même son costume, on dit enlevez-le, monsieur, il n'est pas où. Ah mince, où est la bracha, je suis là. Pourquoi? Parce que c'était... C'est comme les petits trucs, là, tu sais, les trucs qu'on allume pour mettre sur les gâteaux, là. Pendant 5 minutes, mais après, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux même pas faire un cure-dent, c'est ça. Discrétion. La vraie bracha. Là, j'étais dans une synagogue, il y a quelques jours. Énorme. Le gars, il m'a dit, tu le connais? Il m'a dit, ouais, lui, c'est lui qui l'a offert. Il y a un mec qui l'a offert à une synagogue. Une synagogue, moi je croyais que c'était un stade. Énorme. Je me dis, il est fou celui-là. Il a fait voir les tournelles. Un gars, il a payé, tout seul. Mais je te donne la condition que... À côté de la Beit Vegan, là où je suis là-bas, les beaux-parents, il y a un immeuble, 12 étages, de trucs qu'ils ont fait pour les handicapés. Il y a un gars qui est un des donateurs, il a donné 25 millions de dollars. C'est qu'il y a des gens, ils se lèvent un matin, ils disent, je vais donner 25 millions de dollars. Toi, quand on demande 250 shekels, tu dis, attends, 250 shekels 250 shekels Je t'ai même pas dit 250 €, tu vas mourir. 250 shekels L'autre, 25 millions de dollars. Moi, c'est pas le chiffre qui m'impressionne, c'est la largesse d'esprit. C'est que le gars, il trouve normal de donner 25 millions de dollars. Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire que la personne, en fin de compte, qu'on a dit, à l'intérieur de toi-même, il y a un pôle émotionnel et il y a un pôle intellectuel. Donc le chidouche, c'est pas où est-ce qu'il a trouvé la générosité, c'est quel chinour il a reçu le gars pour trouver normal de donner 25 millions de dollars. Moi, je suis pas jaloux de lui, je suis jaloux de ses parents, parce que je voudrais bien savoir comment on a éduqué quelqu'un qui trouve ça normal. Parce que ou c'est un fou et qui veut impressionner, mais à ce moment-là, il ne va pas faire discret, il va demander voir d'une plaque en or avec des diamants, avec son nom qui s'allume quand tu le regardes. Ouais. Mais quand le gars, il veut même pas qu'on donne son nom, il veut même pas une plaque, rien du tout, je dis, mais quel chinour il a reçu pour avoir une largesse comme ça? Ouais. Et ici, c'est pareil. Il dit que tu réfléchis que Akadosh Baruch Hu, il a donné des clés pour que tu donnes à l'enfant tous les outils dont il aura besoin. Donc, il a besoin d'un pôle intellectuel, il a besoin d'un pôle émotionnel. Il a besoin de quelqu'un qui va être générateur de son pôle émotionnel, ça va être la tendresse de sa mère. Il va avoir quelqu'un qui va être générateur de son pôle intellectuel, ça va être son père. Maintenant, on a dit qu'il y a aussi de la tendresse chez le père, de la tendresse chez le père, il y a aussi de la rigueur chez la mère. Pourquoi? Parce que l'enfant, en fin de compte, on a dit que quand il a appris par exemple de sa mère la tendresse, il a vu la gentillesse, il a vu la douceur, il a vu le kavzouk de sa mère, il a vu comment elle arrondit les angles, il a dit bon on dit rien papa mais mon fils tu es sérieux, d'accord je te fais confiance, tu vas pas fumer, tu vas pas truquer. Il a vu la midatara hamim de sa mère, ouais. Mais la mère malheureusement c'est la copine, mais la copine des fois tu abuses de la copine. Comme le patron, s'il est trop cool, les gens ils viennent à 11h du matin. S'il est trop dur, ils veulent plus travailler. Il faut qu'ils trouvent le dosage. En fait, le dosage entre le père et le mère, entre le contrat, entre le patron et le copain. Si t'es trop copain, ils foutent plus rien. Si t'es trop patron, ils font plus rien, parce qu'ils sont stressés, d'accord? Donc cette logique, c'est quoi? C'est que étant donné que la mère, elle a appris la tendresse, mais que la tendresse, elle a un défaut, c'est qu'on peut en abuser, et donc il faut que la mère, elle applique aussi la rigueur.
Et la rigueur, c'est écoute mon fils, moi j'ai rien dit à ton père, je t'ai fait confiance, mais tu n'as rien fait cette année, il n'y a pas de vacances. Et je vais dire à ton père qu'il n'y a pas de vacances. Allez maman, il n'y a pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire la mère quand elle va appliquer la rigueur? Donc en fin de compte, elle va combler les 70%, parce que le père et la mère a donné les 70% de tendresse, mais il manque les 30% de rigueur de la mère. Maintenant, pour que la mère réussisse à appliquer les 30% de rigueur, alors que c'est dur pour elle, puisqu'elle est entièrement tendresse, il faut que l'enfant, il craigne la mère en priorité. Or, puisque la crainte de la mère, la crainte de l'enfant entraîne l'autorité de la mère, puisqu'on a dit que la crainte entraîne l'autorité, 3 fois 2, ouais. Et que pour la mère, c'est dur d'être une patronne, c'est dur. Donc la Torah, elle a demandé à l'enfant de craindre en priorité la mère, pour que la mère puisse apporter les 30% de rigueur qui vont réguler les 70% de tendresse avec les défauts qui vont avec. Ça va? Maintenant, le père, lui, il donne la rigueur, on l'a dit, il donne l'autorité, d'accord? Puisqu'il met l'âme de Torah. Donc lui, dans son comportement général, il y a 70% de rigueur. Mais à part ça, le père, il doit être capable d'arrondir les angles, et d'accepter que le fils, il change, et de comprendre qu'à 14 ans, on a un etc., et de ne pas le casser, de ne pas le détruire. Donc l'enfant, il a aussi besoin de l'amour de son père. Mais c'est dur pour un père qui est un patron de dire à son fils je t'aime. Et c'est dur de le prendre dans les bras. Et c'est dur de lui dire tu sais moi aussi j'ai lui, etc. C'est dur parce qu'il doit être en marbre, il doit être solide. Donc il faut les 30% de la tendresse du père. Mais c'est dur pour le père d'être un tendre, puisqu'on lui a demandé d'être un dur. Donc qu'est-ce qu'elle a fait la Torah? Elle a dit à l'enfant Kaved et avicha ve imecha. Respecte ton père et ta mère. Et comme l'effet de multiplication, c'est 3 fois 2, 4 fois 3, 3 fois 2, 2 fois 3, et que le respect entraîne l'amour, donc la seule manière de faire que le père soit capable de te donner l'amour, c'est de le respecter. Donc la Torah, elle a mis en priorité le respect du père. Kaved et avicha. Donc la Torah a ordonné à l'enfant de susciter chez le père l'amour dont il aura besoin pour combler les défauts d'une majorité de rigueur. C'est bizarre, non? Ça va ou non? Maintenant, ça, c'est au niveau de l'enfant. Qu'est-ce qu'il reçoit de son père? Qu'est-ce qu'il reçoit de sa mère? Donc, vous avez compris, il reçoit 70% de tendresse de son père, de rigueur de son père, 70% de rigueur de son père, 70% de tendresse de sa mère, 30% de rigueur de son père et 30% de sa mère. Bon, vous avez compris pourquoi je répète. Alors, maintenant, ça, c'est au niveau de l'enfant. Mais au niveau du parent lui-même, vous savez que les hommes sont éduqués comme des garçons, et les femmes sont éduquées comme des filles. Mais il faut savoir qu'un homme, en vérité, vous savez que le fœtus, jusqu'à un certain temps, il est bisexe. C'est à un certain moment que le fœtus, il devient ou garçon ou femme. Maintenant, puisque l'enfant, l'homme, il contient donc du féminin, et la femme contient du masculin. Et c'est normal, parce qu'on a dit que la structure mentale, elle est féminine, et l'émotionnelle, elle est masculine. La structure mentale, elle est masculine, et que l'émotionnel est féminin. Donc même chez une femme, elle a de la structure mentale. Parce qu'une fille aussi, il faut l'éduquer avec un père qui va lui donner la structure mentale. Et aussi, il faut de la sensibilité, même chez un garçon. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que l'homme, il est éduqué comme un homme, donc lui, au niveau affirmation, il est très fort. Mais il lui manque la capacité d'exprimer la tendresse. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie à l'homme une femme. Or la femme a une maladie mentale très connue, c'est qu'elle a perpétuellement besoin de la tendresse de son mari. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle l'épouse. Elle ne t'épouse pas pour ton argent, elle ne t'épouse pas pour ton mauvaise haleine, elle t'épouse parce que tu l'aimes. D'accord? Maintenant, quand l'homme, il va être obligé de combler les attentes amoureuses de sa femme, il va être obligé de développer chez lui la capacité de dire « je t'aime », qui lui sera nécessaire pour dire à son fils de 14 ans « je t'aime ». Donc en fait, quand tu te maries, tu as 14 ans pour utiliser ta femme, pour développer chez toi la capacité de dire « je t'aime » à ton fils. Ça va. Parce que l'enfant, il a aussi besoin de la tendresse du père. Parce que si l'enfant, il a appris la Midat Hadin, il a besoin aussi d'apprendre les circonstances atténuantes. Ça s'appelle Hesed Badin. Ouais. Et si l'enfant, il a appris le Hesed, il a aussi besoin du Din. Donc il a besoin d'apprendre le Din Behesed. Ça va? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que le père qui a été éduqué comme un garçon, il va parfaire sa silhouette psychologique masculine qui était manquante au niveau féminin
par le fait qu'on va lui demander d'être un époux et ensuite un père. Donc maintenant, sa silhouette psychologique, elle va être complète. Maintenant, ce qui était au départ potentiel, puisqu'il était homme-femme, et que même il continue à avoir de la féminité en lui, d'ailleurs d'après la Kabbalah, toute la barbe, cette barbe-là, ouais, la barbe qu'on n'a pas le droit de raser, est masculine, d'après la Kabbalah. Mais cette barbe-là est féminine. D'ailleurs, les Mekoubalim, jamais ils mettent cette barbe-là dans la bouche, puisqu'elle est féminine. C'est que même à l'intérieur de toi, il y a des côtés féminins, des côtés masculins. Vous suivez ou non? Il y a aussi des lois de pudeur. Un homme, il ne doit pas porter une chemise qui est plus courte que ça. Mais ça, c'est des pudeurs de la femme. Mais il y a aussi des lois de pudeur chez l'homme. C'est des parties aussi qui doivent ne pas être dévoilées. Vous me suivez ou non? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? C'est que maintenant, la Torah, elle veut que l'homme puisse compléter sa silhouette psychologique complète pour que la partie féminine qui a été occultée par le fait qu'on l'a éduqué comme un garçon, elle soit complète. Maintenant, pour ça, on lui a demandé, on lui a fait épouser une femme qui a un besoin de tendresse et un enfant qui a besoin. Maintenant, l'homme, en jouant son rôle de mari amoureux, il va compléter son côté féminin par rapport à son côté masculin. Et en plus, ça sera nécessaire pour le garçon, pour l'enfant. De l'autre côté aussi, la femme, elle est éduquée comme une fille. Donc, comme elle est éduquée comme une fille, elle est un peu dans les vapes, elle est un peu dans les rêves, elle est un petit peu dans les poésies, elle est un petit peu dans la collection de fleurs et d'autocollants sympathiques. Elle se marie, on lui dit attention, 3 repas par jour, 6 lessives, préparation du Shabbat, gestion la dictée, gestion les rendez-vous, gestion de la truc, elle devient une gestionnaire. Qui c'est qui l'oblige à faire ça? Le mari. D'accord? Et l'enfant. Donc la mère, la fille qui a été élevée comme une vapeur de parfum, elle devient maintenant efficace comme une balle de parabellum. Et elle gère, le truc. Rien que tu vois ta femme, elle part une semaine en vacances, tu deviens foutu. Quoi? Il y a tout ça. Elle te fait un checking. N'oublie pas, la dictée le mardi. Le truc, le rendez-vous avec le kiné, le truc, n'oublie pas, il faut faire un truc, il faut déposer le chèque. N'oublie pas, la femme de ménage prépare les 250 shekels. Rappelle-toi, le mercredi, tu sors la viande. Le jeudi, tu sors le truc. Tu dis, attends, c'est quoi ça? C'est la gestion d'un aéroport. Mais ça, c'est rien, ça. Je t'ai vécu pour une semaine. Attends, je te marque le reste. Heureusement que les femmes, c'est des femmes. Mais c'est vrai que toi, d'un autre côté, t'as les 128 clients, t'as le truc, t'as le stress, t'as le prud'homme qui truc, t'as le rappel, le truc, tu dois gérer l'URSSAF. Toi aussi, tu as tes complications. Elle aussi, elle a ses complications. Elle gère ses complications, toi, tu gères les tiennes. C'est seulement quand tu te passes de l'un ou de l'autre que tu deviens fou, tu vois tout ce qu'il y a à faire. C'est ça que la Karatatov, elle sera proportionnelle à la reconnaissance en détail de tous les efforts qui sont fournis. Et la Karatatov, elle provoque l'amour. Donc tu ne peux pas aimer quelqu'un, donc tu n'as pas scanné tout ce que la personne t'apporte en détail. Donc tu n'as pas de me dire mon mari il amène à part ça. Je dis mon mari il se casse la tête, il se prend la tête, il se prend les clients, il se prend les impayés, il gère le prud'homme. Et après tu dis merci chérie pour la part ça. C'est pareil, ta femme tu dis pas ouais, elle s'occupe de la maison. Non, elle s'occupe pas de la maison. Le repassage, les lessives, le truc, le ménage, l'organisation, les enfants, les devoirs, la douche, couper les cheveux, couper les ongles du petit, régler les problèmes, ne pas oublier de te repasser ta chemise pour le lendemain, te marquer tes rendez-vous. Elle gère tout ça. Maintenant, si tu es conscient des détails, ton merci, il n'est pas pareil que quand tu dis ah, moi, ça va, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il travaille, moi, ça va, il travaille. Non, il ne travaille pas, il s'escanne pour toi. Et toi, elle s'escanne pour toi. Là, tu peux dire merci. Or, la Karatatov, elle génère la Hava. Ça va? Ici, c'est pareil. Que la femme, elle a été éduquée comme une fille. Donc, sa silhouette psychologique, elle est manquante au niveau masculin. Donc, on va l'obliger à structurer la maison. Donc, elle va compléter son côté masculin pour avoir une silhouette psychologique complète. D'accord? Or, puisque l'enfant, il a besoin de l'autorité de la mère, puisque c'est marqué Imo Veativ Tiraou, donc la Torah a obligé la mère à faire preuve d'autorité pour combler sa propre silhouette psychologique, pour qu'elle soit une femme complète, que sa tendresse est développée au niveau féminin et que son autorité est développée au niveau masculin. C'est fatigant. Vous avez compris? Moi, je sais qu'il est tard. Je ne vais pas vous saouler plus longtemps. Et je vais vous donner juste une clé. Parce qu'ici, c'est marqué dans la Gemara qu'il y avait Shlosha Shutafim Ba'adam. Rappelez, il y a 3 associés. Et juste un peu plus haut, c'est marqué. Donc on a mis Dieu parmi les associés de la création de l'enfant. Et juste avant, la Gemara, elle a dit on a comparé le respect des parents avec le respect de Dieu et le crainte des parents avec la crainte de Dieu. Et les commentaires, ils disent pourquoi on les a mis tous sur le même niveau? C'est parce qu'en fait, celui qui n'arrive pas à craindre ses parents, il ne pourra pas craindre Dieu. Et celui qui n'arrive pas à respecter ses parents, il ne pourra pas respecter Dieu. D'accord? Or, on a dit qu'un homme, on a dit que le respect, c'est la résonance de l'amour,
et que la crainte, c'est la résonance de l'autorité. Ça va? Donc celui qui n'est pas capable de voir l'amour de Dieu ne pourra pas respecter Dieu. Et celui qui n'est pas capable de voir l'autorité de Dieu ne pourra pas avoir la crainte de Dieu. Maintenant, Hachem ne réside pas dans une maison où on ne craint pas les parents. Et Hachem ne réside pas dans une maison où on ne respecte pas les parents. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Donc si tu veux amener la Shekhinah dans ta maison, il faut déjà que tu craignes tes parents. Et tu respectes tes parents. Maintenant, comme tu t'es entraîné, tu vas aussi respecter la mère de tes enfants qui se trouve accessoirement être ta femme. Et il faut aussi que tu respectes ton mari qui accessoirement est le père de tes enfants. Ne dis pas mon père, mon mari ne joue pas un rôle dans l'éducation alors que toi-même tu penses que c'est un pauvre type. Ne dis pas ma femme est une gamine, elle est une incompétente, elle est débile, d'accord, et elle n'a pas assumé l'éducation parce qu'elle va faire des fous. Sous prétexte qu'elle ne pense pas comme toi. Mais toi, grâce à Dieu, tu es un homme et elle, c'est une femme. Donc c'est bien. Donc c'est bien qu'elle apporte son regard de femme et que toi, tu apportes ton regard de mari. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a comparé le respect des parents avec le respect d'Hachem? C'est évident. Parce qu'en fait, c'est quoi les parents? C'est comme en mathématiques. Il y a un point A et il y a un point B. D'accord? Le point A, c'est l'enfant. Le point B, c'est le parent. Maintenant, entre deux points, qu'est-ce qu'on peut faire passer? Une droite. Jusqu'où elle va la droite? Plus l'infini. Oui, plus l'infini. Donc, en fait, quand tu regardes ton père, tu dois voir Hachem derrière. Et quand tu regardes ta mère, tu dois voir Hachem derrière. Même dans la Kabbalah, il s'appelle Abba Veima, la Torah du Harizal. Ouais. Donc, c'est quoi? Le père, c'est quoi le père? C'est, tu as vu la Midatadin, tu as vu la rigueur, tu as vu Elohim. Et la mère, c'est quoi? C'est Yudke Vavke. Tu as vu la miséricorde, tu as vu la gentillesse, tu as vu la tendresse, tu as vu le crédit. Donc en fait, quand on va éduquer ses enfants selon les préceptes que la Torah a demandé d'avoir un comportement de parent qui est normal, en fait, on lui a posé toutes les bases pour qu'il soit un croyant à 100%. C'est-à-dire qu'à la limite, dans l'absolu, même un enfant à qui tu n'aurais jamais parlé de religion, si tu l'as éduqué selon les préceptes qu'il faut lui faire, il va être naturellement croyant. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que quand on fait des bêtises, on est puni. Et que quand on fait du bien, on est récompensé. Il va comprendre que des fois on comprend, des fois on ne comprend pas. Parce que des fois tu vas lui dire, eh ben, c'est comme ça et c'est comme ça. Papa il veut pas et papa il peut pas. Et toi tu vas dire, ben, d'accord papa. Ouais. Donc qu'est-ce que tu as appris à l'enfant à accepter ce qu'il ne comprend pas? Donc tu lui as accepté les bonheurs. Et puis aujourd'hui on a, au Hachem on a et on part en vacances. Et là on n'a pas et on part pas. Et on t'aime et on est bien avec toi et grâce à Dieu qu'on est ensemble en bonne santé. Donc tu lui as appris à être mistapek bemoat. C'est-à-dire que toutes les qualités d'un bon juif croyant, il les a appris dans sa maison. Il les a appris avec ses parents. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ses parents, c'est quoi? C'est le moule. D'accord? Maintenant, un jour, l'enfant, il vient vers son père et il dit, papa, mais comment te remercier? Et le père, il dit, non, mon fils, moi, je suis rien. Moi, je suis que le représentant de celui là-haut, là. C'est-à-dire que quand un homme, il voit son père, il doit avoir Dieu derrière. Mais pour que l'enfant, pour que le fils voit Dieu derrière le père, il faut que le père lui-même, il mette Dieu en avant. Et pour que l'homme, il voit Dieu derrière sa mère, il faut que la mère, elle mette Dieu en avant. Maintenant, s'il voit la pudeur, il voit la finesse, il voit la hirat shamaïm, il voit la vérification du riz, et il voit d'aller faire 4 km pour prendre la viande glatte cachère, et il voit la sniout, et il voit qu'on se balade pas toute nue dans la maison, et il voit qu'on vérifie les mezuzot, et il voit qu'on met les tefilines avec la kavala, et il voit qu'on fait le berkat Amazon avec les yeux fermés. Il a vu ça, l'enfant. Mais s'il voit un père qui se gratte le nez en faisant la hamida et qui débarrasse la table en faisant berkat Amazon et qui fait arvita en regardant la télé, ça aussi il l'a vu. Alors rappelez-vous que l'enfant, c'est une caméra digitale de 173 milliards de pixels avec un capteur sélectif. Donc tout ce que tu fais, il le voit, mais tout le bien, il le voit moins que le mal. Donc tu mens une fois, il va s'en rappeler toute sa vie. Tu dis la vérité tous les jours, il va te dire j'ai pas remarqué. Donc imagine-toi comment dans l'éducation, tu dois être d'une perfection que le gars, même en cherchant l'erreur, il la trouve pas. Et tu vas dire on peut pas être à ce point, on n'est pas tous des grands sadikim et tous des psychologues et tout ce qu'on va faire. Alors je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille. Le niveau d'attente des enfants va compenser l'incompétence des parents. C'est que nos enfants, ils croient tellement en nous, ils attendent tellement de nous, ils nous aiment tellement, que cette attente qu'ils ont de nous, elle va compenser nos erreurs. Parce que si on attendait d'être compétent pour faire tes enfants, à quel âge tu vas les avoir? À 70 ans?
Alors quand est-ce qu'on fait les enfants? À l'âge où on est en pleine révolution, en pleine remise en cause, en plein travail, en pleine teshuva, en pleine khalala. Alors comment tu vas faire? Alors heureusement que l'attente des enfants, elle va compenser. Parce que dire, bon, mon père était maladroit, mais je sentais son amour. Ma mère, des fois elle était un peu dure, mais c'était pour notre bien. Donc il voit l'enfant. Donc fais pas. Heureusement que le lekavzurou des enfants, il compense nos incompétences. Parce que si l'enfant, il avait notre intolérance à nous et notre rigueur à nous, mais tous les jours, on serait en procès. T'es pas capable, t'es nul, t'es incohérent. Tu me dis à moi d'étudier la Torah, toi tu ne vas jamais. Toi tu me lèves toi le matin et toi tu rates la prière. Tu te dis mets tes tefs et toi tu les mets pas. Tu me dis tourne ta tête, c'est dégueulasse et tu regardes des trucs porno sur internet. Je crois que je sais pas voir l'historique. Et là, tu vas lui dire, alors c'est les adultes, c'est pour les adultes. Ah, en plus, tu veux cachériser ton incohérence. Tu veux être cohérent avec tes incohérences, tu voudrais qu'il soit menteur comme toi, tu es un menteur. Non, fais tes chouvas, sois à la hauteur de tes choix, justifie ta kippa, justifie ton limud Torah, justifie ta judéité parce que tu es juif, et l'enfant, il n'y aura pas de problème. Et tu verras que bizarrement, quand toi, tu es à ta place d'homme, que ta femme, elle est à sa place de femme, que vous deux, vous êtes à votre place de parents, l'enfant, il est à sa place de juif, et Dieu, il est à sa place, puisque Dieu s'appelle Makom. Ça va? Hazak au